Le regret de ne pas avoir tenté me hante beaucoup plus que l'échec en lui-même. J'ai échoué dans ma vie, je me suis relevé et j'ai pu avancer. Dans cette vidéo, on va essayer de te partager nos expériences, de te donner peut-être quelques petits tips pour que tu puisses entamer ta transformation. On va essayer de t'expliquer pourquoi peut-être tu n'y arrives pas, peut-être ce qui te manque, c'est peut-être un certain déclic ou tu te bloques toi-même. Je suis accompagné de Julien et Samir de l'Institut Merlin qui, eux, vont t'expliquer un peu les facteurs limitants, les facteurs psychologiques et les biais cognitifs qui t'empêchent de commencer. Et un coach sportif, Morgan, qui lui accompagne au quotidien des gens qui sont dans un processus de changement. Et moi, je vais essayer de te partager mon expérience, comme je te l'ai dit, mes échecs et surtout mes réussites. Pourquoi moi j'ai réussi et pourquoi toi tu peux réussir. Les gars, je vous laisse vous présenter. Morgan. Morgan Brown, aka The Slow Method. Je fais du contenu éducatif sur le sport, la nutrition, la santé, etc. D'abord sur TikTok, ensuite Instagram et YouTube. J'ai également un petit podcast qui s'appelle The Slow Method Podcast. Et je fais des vidéos fun et éducatives, un peu le c'est pas sorcier du fitness si vous voulez, mais tout seul, j'ai pas mon Fred. Bref. Et je suis également coach sportif sur Paris depuis 2009, donc maintenant ça va faire bientôt 15 ans. Il va falloir fêter ça. Et je suis amené à côtoyer des publics extrêmement divers, donc ça va du public jeune de 30 ans jusqu'à la dame de 80 ans. Je suis là parce que ce que j'apporte aux gens, en fait, ils délèguent leur motivation à moi. En fait, 80% de mon travail, c'est de sonner, je suis là, et après, ils n'ont plus le choix. Et en fait, ils se sont enlevés cet élan décisionnel. Enfin, le premier élan décisionnel qu'ils ont à avoir, c'est faire appel à moi. Et moi, ce que je fais, c'est je prends le relais sur la suite et je les aide à avancer et à prendre des habitudes par la suite. Et c'est pour ça que je suis là pour partager mon expérience. Leur comportement, leurs réactions et leur donner les clés en fait pour progresser et avancer vers les objectifs qui les intéressent vraiment. Et la deuxième partie de notre travail, c'est de former en fait des coachs qui recherchent à pouvoir obtenir les meilleures stratégies, une meilleure compréhension de l'humain et en fait apporter un maximum de résultats à leurs clients et à leurs clientes. Donc pour ma part, ça fait plus de 15 ans. Ça va être plus facile que de calculer les petites années en plus et les mois qui restent. Donc plus de 15 années en fait dans cette expérience-là. Anciennement psychothérapeute en France, je réside maintenant au Canada. Et je travaille à l'international, tout comme Samir, où finalement on accompagne des gens à travers le monde, beaucoup en francophonie, mais aussi certains anglophones. Donc voilà pour ma part, puis ça va être un vrai plaisir que de pouvoir t'apporter des clés en fait pendant cet échange sur ta psychologie, sur les blocages, sur comment tu peux les dépasser et atteindre plus facilement les résultats qui t'intéressent à travers ce que tu vas voir dans cette vidéo. Moi, c'est Samir, Samir Fahem. Et moi, je pense qu'on peut faire un copier-coller de tout ce qu'a dit Julien, puisque je suis aussi cofondateur de l'Institut Merlin. Du coup, on fait la même chose, dans le sens où on va accompagner du coup nos étudiants au coaching. En tout cas, on essaie de former des coachs d'excellence pour pouvoir augmenter notre impact dans le monde et apporter un peu plus d'harmonie. Parce que le métier du coaching est un métier d'avenir et malheureusement, beaucoup de coachs ne sont pas suffisamment formés aujourd'hui. Et du coup, avec un métier comme le coaching, on a des personnes entre les mains. Et si on fait mal, on peut malheureusement causer du tort à autrui. Et puis, si je devais ajouter ça, moi, ça fait 4 ans que je suis dans le domaine du coaching. Je me suis formé auprès de Julien, c'était mon prof également, c'était aussi mon coach. Et un jour, je l'ai rencontré comme ça, professeur Xavier, je t'appelle comme ça, j'aime bien, c'est OK. Euh, Professeur Xavier, il vient, il me dit, écoute, est-ce que tu as envie d'être est-ce que tu as envie d'être mon associé au sein de l'Institut? Je me suis lancé. Et là, maintenant, du coup, en parallèle également du métier de coaching, j'exerce aussi le métier de coach pour principalement les personnes hypersensibles. Et je suis basé aux États-Unis. Et du coup, on est à 4 coins du monde distincts. Morgane est en France, vous sur le continent nord-américain, et moi je suis sur le continent africain, au niveau du continent africain, aux îles Canaries. Et ça, c'est intéressant de le noter. Ouais, Mais on peut attaquer directement. Merci de vous être présenté. Moi, comme je l'ai introduit, je suis tellement fier de mes erreurs. Et la plus belle de mes erreurs en termes de transformation physique, Morgane et moi, principalement, on accompagne des gens qui souhaitent se transformer physiquement. Et ce qu'on essaye surtout de faire, c'est de leur donner de bonnes habitudes. Parce que tous mes échecs, ils ont été le résultat de
de ça, de pas avoir pris de bonnes habitudes. J'étais dans l'action et pas essayer de comprendre ce que je faisais pour pouvoir justement essayer de trouver un équilibre. Et un des plus gros échecs de ma vie, c'est quand j'ai atteint un certain physique. Et ce physique-là, j'étais tellement déçu, je suis tombé tellement des nues parce que j'avais un objectif de poids. Et ce physique-là, le reflet dans le miroir, c'était tellement horrible parce que je voulais avoir un physique athlétique, etc. Et je crois que c'est la plus grosse claque que j'ai pris de ma vie parce que j'avais envie de tout abandonner et de tout lâcher en fait parce que pour moi c'était ça. J'avais un physique de gros et j'étais éternellement gros pour la vie et j'avais pas compris. Et c'est là où j'ai commencé à me former. Faut savoir que j'ai passé un BPGEPS et par la suite, en tant que en BPGEPS, on n'apprend pas grand-chose, mais en tant qu'autodidacte, j'ai appris énormément de choses sur la nutrition, sur moi-même, et j'ai fait beaucoup de tests sur moi-même, etc., pour réussir à atteindre mes objectifs. Et il y a un truc super important, comme je pesais 120 kilos sur la balance, c'est beaucoup, on le réalise pas. Euh, j'ai erré pendant un long temps parce que justement je savais pas commencer. Et je pense que les personnes qui nous regardent, peut-être c'est ça qu'elles recherchent, on attend le déclic qui va tomber, mais c'est quoi exactement le déclic? Et puis quand on commence, eh ben c'est là où on est. Et en fait, moi, ce que j'ai eu, c'est vraiment la peur parce que je me suis rendu compte, mon papa est diabétique, dans ma famille, il y a beaucoup de diabétiques, il y a des gens qui sont morts du diabète et avant de mourir du diabète, ils ont été aveugles, ils ont perdu des membres, etc. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a un peu fait réagir, mais c'est surtout de la peur et c'est ça un peu mon déclic entre guillemets, mais je savais pas par où commencer. Et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je vais tout droit dans le mur, quoi. Et en fait, c'est bien souvent le gros problème, c'est qu'on attend le problème pour réagir. Moi, j'ai attendu de peser 120 kilos pour réagir. Il y en a d'autres, ils arrivent, ils sont déjà diabétiques et ils agissent à ce moment-là. Et nous, on veut essayer de te faire comprendre ici que tu peux agir avant, en prévention, et même si tu es déjà dans un cas critique entre guillemets, il est toujours le temps de réagir. Et moi, en échangeant avec Morgane, je lui disais ma plus grosse peur, c'était aujourd'hui quand j'y repense, c'était imagine si j'avais rien fait, dans quel état j'aurais été aujourd'hui. Et il m'a dit un truc super intéressant et tu peux nous le partager, Morgane. Sur le fait d'avoir l'impression que parfois il est trop tard, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, il est jamais trop tard parce que ils se sont rendus compte que même si il y a plusieurs études, c'est pas une seule étude, c'est plusieurs études parce qu'ils ont remarqué quelque chose et ensuite ils l'ont réitéré. Donc c'est le principe scientifique. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, si on prend deux populations, une population qui s'entraîne depuis qu'elle est petite, qui fait de l'endurance, de la force, etc., et qu'après vous prenez une population qui a jamais rien fait, et ils prenaient des personnes âgées de 60 ans, et donc de niveaux physiques complètement différents. Et quand ils mettaient les personnes de 60 ans sur un protocole euh, d'activité physique et de nutrition, etc., en fait, au bout de 10 ans, ils ont rattrapé les niveaux de santé de la population qui avait fait de l'exercice toute leur vie. Donc, en fait, il n'est jamais trop tard pour rattraper sa santé en quelque sorte. Le corps, c'est extrêmement malléable. C'est la beauté de la biologie, hein, c'est qu'on n'est pas des machines. Quand c'est cassé, ça se répare tout seul. Pas obligé d'avoir des interventions extérieures, mais l'intervention, il faut qu'elle soit interne. C'est nous-mêmes enfin, c'est le corps qui le fait par lui-même, mais il faut également prendre des habitudes qui vous amènent dans cette direction-là. Voilà, vous faites appel à un coach comme moi et voilà, vous nous payez pour qu'on vous enlève cette nécessité d'avoir cette motivation-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est là pour mettre en place ces habitudes et pour amener les gens sur un chemin de santé un peu meilleur. Voilà. Faut comprendre un truc aussi, avant de vous laisser la parole et essayer de vous expliquer un peu le processus. C'est que une personne qui est en obésité, alors il y a énormément de facteurs pour qui posent problème pour le lancement, pour essayer de commencer. Déjà, on associe beaucoup, et c'est l'être humain qui fait ça, une personne obèse ou en surpoids à la fainéantise. On associe une personne obèse à l'alimentation, à une mauvaise alimentation, etc. Alors qu'on sait aujourd'hui que la maladie de l'obésité, c'est une maladie multifactorielle. Mauvais sommeil, mauvaise hygiène de vie,
Et en fait, tous ces facteurs, ils peuvent venir de différentes choses. Tu peux prendre du poids à cause de ton boulot, parce qu'il te stresse, parce que tu taffes beaucoup et que tu as pas le temps de cuisiner, etc., etc. Un enchaînement de choses qui te font arriver à une certaine situation. Et quand tu te retrouves dans cette situation, il faut comprendre que tu as un chamboulement hormonal, donc tu as la faim qui est complètement déréglée. Tu as l'impression d'être feignant, mais c'est ces hormones-là, en fait, qui t'empêchent de bouger. Tu n'es pas feignant. Et en plus de ça, tu as ce poids. Moi, j'avais 50 kilos en plus, donc tu as ce poids-là à déplacer tous les jours. C'est ok, c'est un poids qui est réparti, etc., tout ce que tu veux, mais tu as cette charge. Donc, une personne, si on prend l'exemple, par exemple, si je te demande à toi, Julien, si demain, Mhm. si tu pourrais aller courir un 10 kilomètres. Alors, oui, c'est faisable. Oui. Et Par si je te contre, demande, non, mais mhm, si je te demande maintenant d'aller courir un marathon, donc c'est-à-dire 42 kilomètres demain, ça va être un petit peu plus compliqué. Je te le cache tu, pas. tu pourras peut-être le faire et tu vas même peut-être arriver au bout. Mais il faut savoir Mhm. que, je prends cette comparaison, c'est que pour une personne obèse, eh ben, le fait de se déplacer, c'est quasiment tous les jours tu lui demandes de faire un marathon. Donc pour toi, Ouais. allez bouge-toi, va faire du sport, ben, pour elle c'est beaucoup plus compliqué. Ok, allez bien, on va aller courir 1 heure. Non, je peux pas courir 1 heure, j'ai jamais couru, et se déplacer ce poids, etc. Il faut comprendre, il faut que les personnes dans ces situations soient moins exigeantes avec eux-mêmes et qu'elles fassent moins attention au regard des autres et à ce que peuvent dire les autres, en fait. Et c'est ça, j'aimerais introduire, si je peux me permettre, ça pour qu'on puisse commencer à travailler. Déjà, redescendre et arrêter d'être autant exigeant avec soi-même et comprendre qu'on a du poids en plus et que c'est compliqué. Tout est compliqué. Et en plus des dérèglements hormonaux qui viennent s'y rajouter. Et j'aimerais, pour pouvoir réussir ma transformation, ce Mhm. qu'il a fallu que je comprenne, comme je vous dis, c'est de prendre finalement de bonnes habitudes. Mais comment on prend de bonnes habitudes? euh, Au début, vous avez, moi, j'ai 3 étapes. Vous avez la première étape, c'est la phase de lancement qui dure 1 seconde. Allez, j'y vais, et c'est là où tout le monde échoue. Ok, je suis motivé, j'y vais, et qu'est-ce que je fais après? Ben, je fais plus rien. Mm. J'arrête, j'abandonne. C'est juste là, juste le fait d'y penser. Ah ben, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire. Ben, du coup, j'abandonne. Je, je saute la deuxième phase qui est une phase importante, mais la troisième est autant importante que la première, c'est la phase d'équilibre, la phase de maintien. Et celle-là, elle dure 1 seconde, et celle-là, elle dure toute la vie. Et entre les deux, eh ben, on a la phase d'apprentissage, si je pourrais dire, et de prise de bonnes habitudes, qui, on va le voir, mettent un certain temps, mais une fois qu'on a pris ces habitudes, on arrive à passer à la phase de maintien. Voilà. Et je sais pas, par exemple, vous, comment vous aborderiez justement on peut parler un peu ensemble à tous les quatre de justement cette phase de lancement. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment Mhm. toi, les gens qui vous contactent dans les coachings, etc. Comment vous abordez justement cette phase? Alors, est-ce que je peux juste Ouais. rebondir? C'est intéressant ce que tu disais par rapport aux gens qui s'y mettent trop tard, et cette idée de déclic. Et je pense que c'est généralement ce qui se passe quand il y a un changement, c'est que tu arrives à un endroit où tu veux plus être. Et en fait, ce déclic, c'est tu arrives un peu au bout au bout de ce que tu peux supporter pour toi, quoi. Vraiment, la plupart des gens viennent me voir parce que bah ils ont pris des mauvaises habitudes pendant tellement longtemps que ça commence à se désagréger et ils disent mince à différents stades, hein, mais selon le standard qu'ils ont par rapport à la dégradation, au fait de plus se reconnaître, en fait, de dire mais là Mhm. je j'arrive plus à fermer la selle le matin, là il faut que je m'y prenne à plusieurs fois pour sortir d'un siège ou je ne sais quoi. Et en fait, je pense que ce déclic, il vient en général quand tout d'un coup, tu reconnais plus que qui tu es, ou alors que tu arrives à une phase de ta vie, il t'est arrivé quelque chose qui fait que tu es obligé de changer. Et je pense que avant que ce soit un changement physique et un changement mental qui doit venir, donc, je vous passerai la main à Samir et à toi, Julien, pour peut-être expliquer plus en détail ce que c'est que ce phénomène. Mais c'est arrivé en fait un peu au fond du bassin pour pouvoir rebondir. Et tu sais, tu disais, Mo, que ce serait mieux d'y arriver avant, mais peut-être que tu as besoin de toucher le fond pour pouvoir te propulser vers le haut.
cette phase de motivation, enfin, ce go, j'y vais. Je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à un ras-le-bol de soi ou de la vie dans laquelle on est. Et, je ne sais pas si c'est un phénomène qui est explicable enfin, par vous deux. Et donc, je ne sais pas qui veut prendre la main, mais ce serait intéressant à explorer, quoi. En fait, ce qui est intéressant dans... Bah, tout est intéressant. Et dans ce que tu mets en avant, Morgane, ici, c'est que tu fais référence à nous, ce qu'on appelle un état de seuil. Un état de seuil, c'est quand il se produit quelque chose, un événement, une prise de conscience suite à un événement ou quelque chose qu'on observe ou qu'on ressent, et qui vient en fait nous faire basculer de l'autre côté. C'est-à-dire que on fonctionne avec un système qui est très complexe, et du coup peut-être Samir, je te laisserai parler du principe d'hystérèse après, justement pour appuyer ça, mais on fonctionne avec un système qui est très complexe, et Mo, tu l'as précisé toi, quand tu as parlé justement de l'aspect multifactoriel, par exemple dans le diabète, où c'est pas seulement ce que tu manges, mais c'est aussi ta qualité de vie, ton sommeil, ton environnement, tes habitudes, etc. Et en fait, tout notre système en lui-même, alors quand je parle de système et quand Samir parle de système, c'est notre mental, notre corps, nos émotions, nos réflexions, notre discours intérieur, fait que c'est vraiment tout l'ensemble. Mais en fait, c'est ultra complexe. Et le truc, c'est que quand on arrive à un stade comme tu l'expliques, Morgane, où on prend conscience de attends, j'arrive plus à lasser mes chaussures, puis là, j'arrive plus à monter mes escaliers et il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois pour lever mes fesses de mon fauteuil, ben ça, en fait, c'est comme si tu arrivais à un stade où tout ton système, en termes de critères, en termes de ce qui est important, pas important, tu arrives à un moment donné où tu vas basculer de l'autre côté. Et la plupart du temps, j'ai envie de dire que quand tu es dans une situation de seuil, tu bascules de l'autre côté et là, tu as des décisions fermes qui sont prises, puis tu as un engagement qui est profond, mais c'est parce que tu as tout ton système qui se restructure. Parfois, chez certaines personnes, ce mécanisme-là ne s'enclenche pas parce que il y a d'autres éléments, puis on pourra les évoquer tout à l'heure, mais il y a d'autres éléments qui vont faire que la motivation, l'envie, le désir de changer ne supplante pas, ne dépasse pas l'importance de maintenir la cohésion de la structure qui est déjà en place. Et Tu veux ça, dire peut-être que Samir, si. tu veux dire que les gens ils voient pas moi j'appelle ça être face au mur, tu sais, et les gens voient Ouais. pas ils voient pas le mur en fait, c'est ça que En fait, non seulement ils voient le mur, ils le prennent en pleine face, mais ça n'est pas suffisant pour que le système se restructure. C'est-à-dire qu'il y a autre chose qui soutient tout le système, qui est encore plus important et qui, en fait, transforme la perception du changement, des efforts qu'il va falloir fournir, de la transformation qu'il va falloir vivre, comme étant plus douloureuse et plus problématique que de continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Et là, après, on tombe dans le système de croyances, etc. Donc, ça peut aller chercher très loin. Mais normalement, face à un seuil, on bascule. Mais chez certaines personnes, ça ne se produit pas, malheureusement. Ok. Julien, justement, tu parlais aussi du système d'hystérèse. Ouais. Et en fait, il faut juste savoir que le cerveau, vous avez peut-être vu tout à l'heure. Attends, je le fais au-dessus. Ou alors vous êtes là, ok. Vous avez peut-être vu tout à l'heure mon chat passer. En fait, le cerveau, c'est comme un chat. C'est-à-dire que il est très, il aime pas le changement. Il aime bien que les choses restent comme elles sont. Et le cerveau, c'est la même chose. Le cerveau, il est là pour son objectif, c'est de nous maintenir en vie. Donc tout ce qui est nouveau, ça peut être perçu comme une menace. Il doit s'adapter, il doit l'intégrer. Et il est là juste pour maintenir un certain niveau de cohérence, le cerveau. Donc il faut juste garder à l'esprit que lorsqu'on veut créer une nouvelle habitude, lorsqu'on veut créer un changement, derrière, le cerveau, il va rentrer en résistance pour dire, écoute, jusque-là, ce niveau d'habitude, on le connaît. Même s'il est difficile, on le supporte. Ça fait des années qu'on fonctionne avec. Donc ça va. Par contre, ta nouvelle habitude, là, que tu veux m'intégrer, ton changement, il y a beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce que vont dire les gens? Comment je vais me percevoir? Quelles sont les difficultés que je vais voir sur le chemin? Donc il y a énormément de choses comme ça qui vont rentrer dans le chemin en fait de la transformation et de création de cette nouvelle habitude. Et juste pour aller plus loin, avant de donner justement d'autres éléments, c'est que il y a 4 points à garder à l'esprit, et ça on l'enseigne beaucoup à nos étudiants, parce qu'on travaille aussi beaucoup sur les habitudes au travers de la PNL, c'est que le cerveau, il a 4... un, il va
limiter la consommation d'énergie, il est fainéant. Et une habitude, ça lui demande de créer des nouvelles connexions synaptiques. Donc ça va lui demander beaucoup d'énergie. Et ça, il n'aime pas du tout. Donc il n'aime pas créer des nouvelles. Il préfère rester dans les habitudes actuelles. En même temps, bah, il va préférer du coup entretenir les circuits en place parce que c'est habituel pour lui. Il a l'habitude, c'est fluide. Troisième point, il va essayer de faire en sorte qu'on survive le plus longtemps possible. Donc tout changement peut être une menace parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Il y a un manque de clarté, il y a un flou en fait pour lui. Et également, ben, forcément, lui, son objectif, ça va être de limiter les dangers liés à l'inconnu. Et l'inconnu, ça peut être plein de choses. Ça peut être des peurs, des doutes. Ça peut être un manque de clarté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, peut-être, Julien, avant tout changement, la première chose sur laquelle on agit, c'est de mettre de la clarté. Parce qu'un changement, c'est un objectif. Et un objectif flou mène à une connerie précise. Donc, amener de la clarté va faciliter ce chemin au cerveau parce qu'il a un plan direct en fait. Il sait, tu sais, si je devais donner une image, si tu veux voyager de Lille, parce que j'étais du nord de la France, de Lille jusqu'à Barcelone, bah, si tu n'as pas de plan, tu vas avoir des peurs, tu sais pas où tu vas te retrouver, limite tu vas procrastiner parce que tu sais pas en fait, tu sais pas comment tu vas y aller, est-ce que tu prends le train, la voiture, etc. Et tout ça en fait le cerveau il va pas être capable de gérer. Donc au plus on met de la clarté, au plus on simplifie le chemin, au plus par la suite il faudra juste suivre étape par étape, on y va petit à petit et ça permet aussi à la personne de pas se stresser derrière. Et du coup, c'est je rebondis sur ce que tu dis. En fait, moi, quand je parlais de mes échecs, c'est exactement ça. C'est que j'avais l'objectif, mais j'avais pas la feuille de route. Et comme tu dis, d'aller du point A ou du point B, moi, mon objectif, c'était d'avoir un physique athlétique, par exemple. Et dans ce chemin-là, au lieu d'aller vers le sud, je suis passé par l'est. Et du coup, au final, on arrive au sud. On arrive au sud très très bien. Mais ce que ce que tu as essayé d'expliquer, si je comprends bien, c'est que si t'as pas de feuille de route, en fait, si tu as une feuille de route, tu peux y arriver. Tu peux avoir l'objectif en vue, mais il faut que tu y ailles étape par étape. Donc de Paris à Montpellier, tu vas passer par Orléans, puis Clermont-Ferrand, etc. Et c'est important c'est super bien que tu le soulignes. Et moi, j'aimerais rajouter une particularité dans le changement de physique. En fait, c'est pour moi, hein, je sais pas ce que vous en pensez vous, changer de travail, quitter son travail, c'est dur, mais c'est faisable, on y arrive. Changer de ville, déménager, c'est compliqué, etc. Les changements, s'adapter, encore plus changer de pays. On est beaucoup à l'avoir fait ici. Et c'est compliqué, mais on y arrive finalement. Changer de couple, tu vois, quitter son partenaire, etc. parce qu'on n'est plus heureux, finalement, peu importe les moyens, mais on y arrive. Changer pour soi, changer soi. Je crois que changer d'enveloppe corporelle, changer ses habitudes, etc. C'est, en tout cas pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est la chose très difficile parce que il va falloir commencer à accepter justement ce que tu parlais, ces changements d'habitude, accepter que son corps change, accepter l'effort. Et ça, j'aimerais rebondir après avec toi aussi, Morgane, justement sur l'effort et la notion de ce qu'on voit aujourd'hui, le no pain, no gain. Et tous les deux, on a une approche complètement différente justement de ça. Et en fait, si tu le fais, c'est par amour pour toi, pas justement J'écoutais quelqu'un qui disait à juste titre, on nous enseigne tout dans la difficulté. Tu dois travailler dur pour réussir. Tu dois t'entraîner dur pour maigrir. Et dur. Et non, et on ne peut pas juste enseigner quelque chose de super important. C'est tu fais les choses simplement par amour pour toi. Tu veux réussir tes études, tu le fais par amour au projet de vie que tu as ou pas au projet pour la passion. Si tu as une passion pour les mathématiques, la passion des mathématiques. Et je pense que tous les gens qui ont réussi à maintenir ces styles de vie, qui ont atteint leur objectif, finalement, c'est par amour. Par amour par eux-mêmes, par amour parce que leur passion, etc. Je pense que c'est important de le souligner. Et justement, j'aimerais rebondir justement sur cette phase de lancement. Parce que pour moi, c'est une des phases critiques, je dirais. Quand je dis la phase de lancement, le let's go, c'est bon, j'y vais, je change. Je change de vie, là, je prends la décision. Demain,
de changer. Alors moi, pour moi, tu vois, déjà, là, j'ai commis une erreur. Je prends la décision demain. Déjà, dans la phase de lancement, si on prend la décision, c'est maintenant, là. Ouais. Tu vois, c'est pas demain, c'est pas lundi, c'est pas... Non, si on prend la décision, on a pris les gens ont cliqué sur cette vidéo parce qu'ils sont intéressés par le changement. Ben, ça y est, ils sont déjà dans la phase de changement parce que tu as déjà cliqué dans cette vidéo. Et le processus, ben, le problème, c'est ce qu'ils voient, les gens se voient la montagne. Ils voient la montagne, ils voient le sommet et c'est trop haut, on peut pas y aller. C'est compliqué. Et du coup, on regarde, on a envie de faire cette randonnée pour aller arriver au sommet. Et ben, on n'y va pas parce que c'est trop dur. On sait qu'on va galérer et puis on est bien au chaud chez nous à la maison. Et vous, comment vous voyez cette phase de lancement? Je sais pas, Morgane, vas-y. J'aime bien ce que tu dis là sur le fait tu cliques, il faut faire ça maintenant, parce que si tu remets au lendemain, la première habitude que tu as prise, c'est de remettre au lendemain. C'est ça. C'est dès le départ en fait. Donc, Exactement. ton premier truc, c'est je le ferai demain. C'est un peu, ça paraît contre-intuitif, mais en fait, c'est vrai que si t'as envie de faire un truc, fais juste quelque chose maintenant. Ouais, ça y est, on y va, et tu fais un truc aujourd'hui. Et comme ça, tu valides déjà aujourd'hui que tu t'es lancé, quoi. Ça y est. Parce que la motivation, en fait, c'est pas, on croit que c'est un truc qui arrive et après c'est bon. Non, il faut faire, et ensuite, quand t'as fait, ça fait une espèce d'effet boule de neige. C'est ce premier mouvement, motivation, je crois qu'il doit y avoir une racine latine qui doit y avoir mouvement dedans. Et l'idée, c'est que quand tu mets en mouvement, ensuite, c'est plus simple parce que tu t'es mis en mouvement. C'est pour ça que cette idée de remettre au lendemain direct, c'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Et l'autre truc que je voulais pointer, c'est il parlait pour aller de Paris à Bordeaux, c'est bien quand on a un plan. Mais ce qui est bien, c'est de savoir pourquoi tu vas à Bordeaux surtout. Pourquoi parce que si t'as pas c'est très bien de se dire bon, je vais perdre 10 kilos, mais pourquoi tu veux les perdre tes 10 kilos en fait? Si t'as pas une raison suffisante, et de faire comme quand t'es gamin où tu descends les escaliers, la spirale du pourquoi, et d'arriver à une réponse qui te donne un truc, quoi, tu sais, qui anime un peu le feu. Parce que si t'as pas c'est parce que l'initiation, le premier truc, on l'a de temps en temps et c'est bien de l'avoir, mais c'est bien aussi d'avoir, j'appelle ça le fil rouge, peut-être pour sortir du labyrinthe dans lequel tu vas aller, d'avoir ce fil rouge de pourquoi, tu sais, de te rappeler en fait à chaque fois que ça va devenir difficile, pourquoi tu fais les choses. Et donc cette première étape, c'est bien parce que ça arrive de temps en temps, on a tous cette poussée initiale de j'ai envie de faire quelque chose, de le faire aujourd'hui, mais surtout de se poser la question pourquoi tu t'es lancé sur ce chemin-là, quoi. Où est-ce que tu vas? Ok, mais pourquoi tu veux y aller? Parce que tu pourrais ne pas y aller, en fait. Il y a personne qui t'oblige à faire quoi que ce soit, sauf toi, et donc il faut que tu aies une raison pour avancer. Alors, je sais pas, ça c'est juste c'est de la réflexion perso, mais je sais pas si vous avez c'est des structures que vous utilisez avec vos clients ou pas, quoi. Ce genre de trucs pour se lancer et pour essayer de passer ce blocage qu'on peut avoir une fois qu'on s'est motivé et qu'on arrête juste derrière. C'est la base même. En fait, c'est avant de commencer le coaching, on va déblayer le terrain. Il faut nettoyer le terrain, il faut enlever les mauvaises herbes, etc. pour avoir une vision claire en fait de ce qu'on veut. Et cette vision claire, comme tu dis, c'est aussi le pourquoi tu fais les choses. Si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, pour qui tu le fais aussi, parce que ça, si je voulais en venir, c'est que la motivation intrinsèque, elle est beaucoup plus puissante que la motivation extrinsèque. Il y a des gens qui font les choses pour les autres. Parce qu'il y a peut-être, j'ai envie d'être avec mes potes, j'ai envie de faire du sport avec mes potes, j'ai envie de faire ça pour plaire à ma conjointe, mon conjoint, mes proches, etc. Et le truc, c'est que ça, si tu fais ça pour les autres, à un moment ou l'autre, tu vas te désengager parce que c'est pas forcément en accord avec ton système de croyance, ton système de pensée, et ça répond pas forcément à tes besoins. Donc, il y a ça aussi, quand on pose la question du pourquoi, de reconnecter la personne avec le pourquoi, mais pour toi, en fait. Pour toi, qu'est-ce qui est important pour toi? Quel besoin tu cherches à remplir au travers de ça? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça répond à quel système de croyance? Ça répond à quelle valeur chez toi? Ça répond à quels critères? Et une fois qu'en fait, on a bien déblayé tout ça, qu'on a mis on a une vision claire de là où la personne, elle veut aller, c'est comme si, en fait, dans sa tête, une fois qu'elle sait pourquoi elle veut faire, elle a une vision, elle avait devant elle si on devait prendre l'image de Michel-Ange, là, qui sculpte sa statue dans un morceau de marbre, quand on n'a pas le pourquoi, on a un gros morceau de marbre et on ne sait pas ce qui se cache derrière. Quand on sait pourquoi on le fait, on a exactement la statue qui se cache derrière le marbre. Et ça motive parce que la personne, elle a une vision claire de là où elle veut aller, de ce qu'elle va devenir, potentiellement de
vraiment de son état général à ce moment-là. C'est super intéressant ce que tu dis. Je l'ai noté là, faire les choses pour les autres. Hmm. Parce qu'il y a beaucoup ça en fait dans la transformation physique où, comme c'est notre physique qui change, on attend du regard de l'autre. Donc du coup, Ouais. on attend beaucoup, tu vois, de, de l'autre. Et moi, je suis tombé dans ce piège-là où j'ai essayé d'impressionner des copines ou d'impressionner les potes, etc. Et, euh, et surtout, quand tu as réussi, bon après, j'ai compris hein, que c'était pour moi, que je faisais pour moi, et j'ai eu cette nécessité à exprimer le fait que j'avais réussi. Du Hmm. coup, c'est pour ça que j'ai monté sur les réseaux, etc. Au Mhm. départ, c'était juste pour montrer, en fait. C'est bon, j'ai réussi. Et après, avec le temps, j'ai pris passion, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'aide, etc. Et donc, du coup, j'ai pris goût à créer des vidéos, etc. Mais c'est important ce que tu dis, c'est que euh, essayer de trouver une raison de le faire pour soi avant de le faire pour les autres. Et même Et moi, je bah, suis tombé dans ce piège. alors c'est encore une fois, c'est un peu comme cette histoire de toucher le fond. Je pense il y a parfois la nécessité d'avoir des outils qui sont pas forcément dingues. Tu vois, Mhm. t'es au fond d'une forêt, t'as froid et tout, t'as pas un super couteau bien aiguisé, bah tu prends un caillou qui est un peu ciselé pour tuer un truc et découper ta viande, quoi. Et là, parfois il y a des gens pour aller sur le chemin, je pense, pour aller sur un bon chemin, ils ont peut-être le mauvais outil, pas le mauvais outil, mais un outil qui leur permet d'y aller. Donc, aime à quitter, t'as 3 mois où t'es à fond et genre t'y vas fort et tu changes. Et en fait, à travers ce changement, je pense que, parce que le physique et le mental sont ensemble, mais je Mhm. pense qu'en fait, c'est ultra intéressant parfois, même si c'est pas forcément psychologiquement génial d'utiliser la vengeance comme force motrice principale. Mais à mon avis, il y a des situations où c'est pas forcément mauvais. Si utiliser un outil qui est psychologiquement pas forcément dingue, mais pour te sortir d'une situation physique et arriver sur un chemin qui est plutôt cool, c'est pas mal. C'est un peu comme moi, je déteste faire du contenu clickbait, du contenu où genre tu sais, la première phrase c'est pour choquer et tout. Mais en fait, si ça peut amener des gens à écouter des choses intéressantes derrière, c'est pas mal. Donc, je Mhm. suis d'accord que dans le principe, ce serait bien de faire les choses par amour pour soi, machin et tout. Mais ce cheminement-là, je sais pas pour vous en coaching comment vous le percevez, mais c'est long et ardu. Hein. Enfin, je veux dire, s'apprécier, c'est pas forcément dingue. Et si tu peux, à travers ton corps déjà, valider un premier, tu sais, tu valides un niveau, tu passes de level 0 à level 3, barbare huilé dans le gym, et tout. Et après, en fait, tu développes des capacités de magicien et des pouvoirs magiques et tu commences à mettre des vêtements et faire des trucs un peu plus intelligents pour sauver la planète. C'est pas mal, tu vois. Mais est-ce que tu Je, traînes pas, est-ce que tu traînes pas un boulet Bah, c'est la question que après? je pensais donner à parce que j'ai l'impression est-ce que c'est si mauvais que ça parce que moi c'est pas la perception que j'en ai. Je pense que Mhm. parfois prendre un chemin comme ça pour redévier arriver sur un bon endroit au lieu d'être coincé où tu es c'est pas mal au lieu de te dire ah bah non bah, je peux pas utiliser ça. Est-ce que c'est si mauvais que ça? Je comprends ce que tu veux dire mais je peut-être on va laisser au coach le voilà la parole pour ça je pense. Bref, en fait, bah, c'est toujours pareil, c'est vraiment plus complexe que ça. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, dans notre approche, on a un mode de fonctionnement qu'on appelle la systémique. Et en systémique, il y a plusieurs règles, dont une qui s'appelle le principe d'équifinalité. C'est-à-dire que peu importe d'où tu viens et peu importe par où tu passes, tu peux arriver là où tu as envie d'aller. Donc il n'y a pas un chemin qui est tout fait. Mm. Maintenant, là où j'ai envie de rebondir en fait par rapport à tout ça, c'est que bah, il te faut un pourquoi qui est profond, parce que sans ce pourquoi-là, en vrai, bah, ton levier de motivation peut changer, parce que imaginons, je décide de me mettre à fond dans le sport pour sauver mon mariage. Mais si jamais, dans mon mariage, j'ai plein de signaux qui me renvoient que peu importe les efforts que je fais, on va droit dans le mur, je perds ma motivation, donc j'arrête de faire mes efforts. Mm. C'est là, en fait, où la motivation extrinsèque, elle est dangereuse. Mais elle peut être tout à fait valable. C'est juste qu'on prend un risque supplémentaire d'avoir un truc qui se produit et qui va se mettre en travers de notre route et nous faire abandonner. Donc le pourquoi profond qui est rattaché à nous, il est super important. Et Mo, tout à l'heure, tu parlais de ce lien qui est entre le corps et l'esprit. Et je voulais rebondir aussi là-dessus, puis du coup, ça va vraiment faire le lien, je pense, avec tout ça. C'est que tu as le schéma corporel. Le schéma corporel, il est lié bah, à ton rapport à toi-même, comment est-ce que tu te perçois, le jugement que tu portes sur toi.
et ça vient s'imbriquer dans ta représentation identitaire. L'identité, c'est pas quelque chose qui est fixe. L'identité, c'est un peu comme un miroir qui se cache au fond de toi, et que c'est en fonction de ce que tu envoies comme image dedans que tu vas te reconnaître comme telle ou telle personne. Et si jamais j'ai une perception de moi et un rapport à mon identité, à mon corps, qui est pas juste, bah en fait, ça va venir complètement m'empêcher de progresser. Je peux très bien me prendre un abonnement à la salle de sport, je peux très bien prendre un coach, je peux très bien prendre un nutritionniste. Et en fait, si je suis constamment en train de dire je suis gros, je suis machin, je suis truc, je suis bidule, bah en fait, tu renvoies une image spécifique et ça va aussi te démotiver grandement. Que Fait tu qu'il te faut conditionnes, c'est une. ça? Bah, ça te conditionne et en fait, dans les changements les plus importants qui peuvent se produire chez une personne, c'est parce que ça s'inscrit dans l'identité. Ok. On parlait tout à l'heure de cette notion de seuil où des fois tu arrives à un moment donné où tu as un déclic qui se fait et là il y a des changements profonds qui se produisent. Mais ces changements-là, ils se produisent parce qu'au niveau le plus élevé de ta logique, tu as changé dans ton identité. Hmm. C'est-à-dire que quand Morgane, tu disais je me reconnais plus parce que j'arrive plus à me lever de mon fauteuil, Hmm. c'est là en fait où tu as une dissonance qui est tellement forte entre qui tu penses être et ce qui est en train de se passer que ton système il est obligé de recadrer. Et là, tu vas t'engager dans un changement. Et c'est là où, quand toi, tu te dis, bah en fait, je me lève pas de mon fauteuil parce que c'est moi, parce que je suis comme ça et ça changera jamais, c'est là où du coup ça devient difficile d'amener le changement. Hmm. Parce que bah, ton identité colle à ce que tu représentes, en fait, dans tes comportements, dans tes attitudes, dans tes habitudes. Fait que c'est vraiment un levier qui est important. Et je reviens sur cette notion, parce qu'on a le don avec Samir de faire plein de liens avec plein de choses, mais je reviens sur cette notion quelques instants de il n'y a pas un seul chemin que tu peux prendre, il n'y a pas une seule stratégie que tu peux avoir. Et en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est que si on regarde un petit peu l'évolution de ce qui se passe dans différents domaines en lien avec l'humain, alors pour nous c'est la psychologie, mais il y a la santé aussi. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un essor des appareils de mesure. Les IRM, les radiographies, les ECG, les EEG, etc., etc., etc. Et en fait, on est parti dans une dynamique où on pouvait normer l'individu et se dire, bah en fait, on va tester des trucs, puis un truc qui marche, ça doit marcher pour tout le monde, puis ça doit s'appliquer à tout le monde. Hmm. Et on n'a pas cherché à individualiser, on a cherché à industrialiser la santé mentale et physique de l'humain. Et ça marche pas du tout. Parce qu'en fait, là où peut-être moi, Morgane, je vais faire appel à toi et je vais dire, bah tiens, j'ai besoin de toi là-dessus, bah peut-être que tu vas être celui qui va m'apporter ce dont j'ai besoin, alors que j'ai testé plein d'autres coachs avant et que Hmm. j'ai testé plein d'autres méthodes avant qui fonctionnaient pas du tout. Et je crois que c'est important vraiment de garder en tête que peut-être toi qui regardes cette vidéo, qui écoute ce podcast, tu dis ouais mais j'ai déjà essayé plein de trucs. Bah t'as juste essayé des trucs qui marchent pas pour toi. Mais ça veut pas dire que ça peut pas marcher. Ça veut pas dire que tu peux pas y arriver. Donc il faut ajuster ton regard de ton identité et te dire qu'elle n'est pas figée et que tu n'es pas ce que tu fais et les résultats que tu as aujourd'hui et que tu n'es pas non plus ton histoire. Et en même temps, bah, te mettre un coup de pied au cul en disant non, c'est pas vrai, quand je dis que j'ai tout essayé, j'ai pas tout essayé. Hmm. Fait que si t'as pas appelé Mo, si t'as pas appelé Morgane, si t'as pas appelé Samir, si tu m'as pas appelé moi, bah, ça veut dire que t'as pas tout essayé. Donc il y a encore des solutions. C'est ça. Il y a encore des solutions et j'aimerais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est super important. C'est que en fait, il y a une espèce on connaît l'objectif, mais on ne sait pas la route et peu importe la route que tu Mhm. vas prendre, toutes les routes mènent à Rome. On peut dire ça Tout entre à fait. guillemets. Et le problème, c'est que c'est là où ça vient s'inscrire et là, j'apporte mon expérience, c'est qu'on est dans un brouillard. En Hmm. fait, en plus, encore plus aujourd'hui que quand j'ai commencé, parce qu'on a tellement d'informations sur Internet et on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas qui dit réellement la vérité. Et c'est pour ça que je dirais encore plus, tu n'as pas tout essayé parce que tu n'as même pas essayé de comprendre ce que tu faisais. Tu n'as même Hmm. pas essayé de peut-être, parce que moi, je le vois dans les commentaires que je reçois, les questions qu'on me pose, les mails et les suivis que j'ai pu faire, c'est que les gens sont perdus. Et du coup, ben, mais ils n'ont même pas pris le temps de chercher, d'essayer de comprendre le chemin vers lequel ils allaient.
Alors, c'est le espèce de syndrome de la page blanche, parce que du coup, tu arrives et tu dis, je veux y aller, bah, il y a tellement de solutions, tu fais comment? Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire quand je suis sur un domaine, c'est que j'écoute 4 ou 5 personnes. Et généralement, il y a 2, 3 points qui se recoupent chez Des trois. dénominateurs communs. Voilà. Et je pense que je pense qu'un excellent outil pour les gens, qui moi me sert beaucoup, c'est de rechercher ces dénominateurs communs. Personne vous dira que la Mhm. marche c'est nul. Personne. Personne vous dira que les pompes c'est nul. Personne vous dira que les squats c'est nul. Personne vous dira que le gainage c'est nul. Enfin, s'il y a des gens maintenant qui disent le gainage c'est mauvais pour le dos. Ouais, bref. Mais voilà, vous regardez ces petits points chauds Ta là. gueule! Je Et plaisante. non, mais c'est ça. Et en fait, faut sortir de la mode et voir où ça se recoupe chez tout le monde. Et cette base-là, Mhm. c'est ce que c'est en fait. C'est une base. Et si tu peux partir de la base, juste commencer tout petit là, lentement mais sûrement, slow méthode. Voilà, il faut faire des placements de. Absolument. Tu vois, tu commences tout petit comme ça à mettre cette petite habitude-là en place avec des bases, des choses très simples. Tu verras pas les résultats tout de suite, mais le plus important, c'est d'avoir compris que faut commencer. Ce que j'aime bien dire, c'est la première chose à faire, c'est faire. Faut faire. Parce qu'il y a des gens, moi, Ouais, carrément. j'intellectualise trop parfois. Je prends du recul, je lis plein de trucs, j'ingurgite, et en fait, il n'y a pas d'action. Alors qu'en fait, tout ce qui est physique, bah, c'est physique. Il faut tester et un peu méthode scientifique, hypothèse, résultat, oui, non, on prend ce qui fonctionne pas et jouer avec quoi. Ouais, et peut-être essayer de s'amuser. Mais ouais, donc recouper les choses quand on arrive, quand on est bloqué à ce niveau-là et essayer de trouver des points chauds pour pas être perdu. Et avec bon, on va essayer de vous dépêtrer de cette situation-là. Dans l'avenir, là, en vous aidant avec nos vidéos, etc., comprendre quelles sont les bases à retrouver, quoi. Et en fait, là, on est dans la suite. Bah, on a fait déjà un premier podcast avec Morgane, justement, comment sortir de la sédentarité. Et c'est pour ça qu'on vous a invité, parce qu'il y a des facteurs à comprendre. Et je pense que l'aspect mental et psychologique, il est très, très, très important à prendre en compte. Et en fait, on a créé un programme. Un programme où on s'est dit, une personne qui part de zéro, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle pourrait Mhm. faire? Et en fait, on a créé un guide sur 90 jours pour justement créer ces bonnes habitudes. Et on s'est dit que le fait de vous inviter dans ça, ça va leur donner aux personnes qui ont pris le programme de plein de petites clés justement, peut-être qui manquent et des choses qui vont aider à comprendre des choses sur eux-mêmes. Euh, donc cette phase de lancement, on l'a compris, ce qu'on a dit, elle peut surgir parce qu'on est face à un mur ou pas. Peut-être qu'une prise de conscience, entre guillemets, sur certaines choses, ou alors, comme vous l'avez dit, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, une dissonance entre ce qu'on peut faire et ce qu'on pense pouvoir faire, comme sortir Mhm. de sa voiture qui est compliqué. Je pense que c'est des trucs super parlants et je pense que ça va donner pas mal d'idées à certaines personnes, surtout que moi j'aime bien me mettre à la place de moi d'avant. Et je pense que des phrases comme ça m'aurait aidé à Mm. comprendre pas mal de trucs. Et justement, Samir, tout à l'heure, tu nous parlais de cette phase de maintien, en fait, de changement d'habitude. Comment toi tu vois comment ça se passe en fait? Comment quand tu prends une nouvelle habitude, on l'a dit tout à l'heure, Morgane l'a dit pas à pas, mais laquelle choisir et combien de temps ça prend? Parce que tu nous parlais du cerveau, l'adaptation, etc. À garder ces nouvelles habitudes. Ouais. Bah, déjà, de garder à l'esprit qu'une habitude, c'est une répétition. C'est, c'est ça. Tu vas répéter quelque chose plusieurs fois jusqu'au moment où le cerveau va se dire, tiens, en fait, ça, c'est un circuit normal et il va l'inscrire, il va le graver. En fait, c'est un circuit. Le cerveau, il se dit, il se passe ça, donc je fais ça. Et c'est comme pour aller courir, en fait. Tu vois, par exemple, une personne qui a l'habitude d'aller courir, fin de journée, elle commence à se sentir un peu fatiguée, un peu mal. Je suis fatigué, j'ai mes émotions un peu dans les chaussettes, je vais aller courir. Tu vois, Mm. donc déjà de garder ça à l'esprit, et on utilise beaucoup, Julien, le principe d'algorithme, de Tout à fait, ouais. si il y a telle chose, alors je fais telle chose. En fait, l'objectif, ça va être de regarder comment on fonctionne. On parlait par exemple de la nourriture. Quelqu'un qui a l'habitude de se dire, bah tiens, si je me sens mal, je mange du chocolat, bah déjà de le remonter en conscience. De, ok, quand je me sens mal, là,
ma problématique, c'est quoi? Bah, quand je mange du chocolat, c'est parce que au départ, je me sentais mal ou c'est parce que j'ai des émotions négatives ou etc. Donc déjà de faire un plan ou un listing, tu vois, de noter. Une fois qu'on a pris conscience, on peut modifier le schéma. Et à ce moment-là, ok, qu'est-ce que je pourrais faire à la place? C'est au lieu de quand je ressens ces émotions-là, quelle action je peux poser qui pourrait être bénéfique pour moi, qui répondrait à mon objectif aussi, et que je voudrais installer dans la durée. Et à ce moment-là, ça va être, bah, si, je sais pas, moi, imaginons, si je me sens mal, je vais aller marcher. Et l'objectif derrière, ça va être de juste de maintenir je le fais, en fait. Je remets pas à demain, je le fais. Et un point qui va être important, c'est que souvent on se surcharge. Et moi, je suis très adepte de la plus petite action possible. Si tu veux te mettre à faire du sport, bah plutôt que d'aller à la salle pendant 2 heures, commence déjà par faire 5 minutes à la maison le matin. Juste ça. En fait, tu te concentres juste sur l'habitude. D'abord, je crée l'habitude, quitte à le faire juste 3 minutes par jour. C'est tout. Et une fois que l'habitude est installée, à ce moment-là, tu peux aller plus loin. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'est le C'est ça, schéma dans ouais, non, lequel je suis non, parti. c'est totalement ça. Ouais. Donc, je pense que les gens ont bien compris aussi. C'est en fait de répondre à une soit des pensées, soit une émotion par lui donner une réponse au cerveau, quelque chose qui va te faire sécréter un peu de dopamine et lui dire non, t'inquiète, tout va bien. C'est ça. C'est un peu dangereux le truc du chocolat parce que Mm. c'est un peu plus compliqué que ça, tu vois, Oui. l'alimentation émotionnelle parce Ouais. il y a tellement de facteurs dedans. Mais moi, j'ai fait un truc Mhm. que je recommande pas forcément, mais qui marche très bien. Tu vois, moi, par exemple, pour donner un exemple concret, c'est que moi, j'avais un trouble du comportement alimentaire, c'est-à-dire qu'il fallait que je me sente plein Mhm. pour être bien. Donc, c'est-à-dire que si je mangeais un truc, un paquet de gâteaux, bah, il fallait que je le finisse, il fallait que je me sente plein. Bien Et sûr. bah, moi, un truc que j'ai trouvé, c'était de manger un gâteau et de boire beaucoup d'eau. Par exemple, tu vois, c'est une bêtise, mais c'est des habitudes que j'ai pris pour essayer parce que j'ai essayé plein de trucs. Et en fait, juste en faisant ça, comme vous disiez, c'est pas une bonne technique. C'est pas un truc que je recommande, mais comme vous Mhm. disiez tout à l'heure, n'importe quel chemin t'amène. Parce qu'en fait, ça m'a fait me réfléchir sur moi-même, parce que j'ai trouvé ça ridicule de manger un gâteau et de me blinder d'eau pour me sentir plein. Et j'ai dit, pourquoi je dois me sentir plein? En fait, Ouais. c'est ce que vous disiez tout à l'heure, parce que maintenant je me rappelle et je me dis, mais c'est un peu ridicule là ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu fais ça? Ouais. Mhm. Et J'aimerais bien. Ouais. vas-y. Vas-y, vas-y. Et je rebondirai après. Non, et du coup, dis-le parce qu'après j'ai une question à te poser. Ouais, ok. Ouais, justement, tu as bien fait de le dire, le chocolat, c'est l'exemple du chocolat comme ça, si on le prend tel quel, c'est dangereux. Bien sûr, il y a de la nuance. C'est surtout une image que je donne là, d'accord, assez vulgaire, parce qu'on vulgarise. Mais en fait, parce que derrière, en fait, ces habitudes-là, il y a des besoins. Il y a un ensemble de besoins. L'être humain, il est fait de besoins. Et s'il remplit pas ses besoins, s'il prend pas le temps de répondre à ses besoins de façon positive, ils vont s'auto-remplir de façon négative. C'est comme un verre d'eau. Un verre d'eau, si t'as pas d'eau dedans, un verre, bah en fait, il se remplit d'air. Donc si moi, je suis pas dans la dynamique de répondre moi-même à mes besoins, de savoir comment je peux y répondre positivement, bah le système, il va se remplir tout seul. Et ça va passer par de la nourriture, ça va passer par des addictions, ça va passer par des comportements parfois avec lesquels on n'est pas aligné. Donc, juste effectivement, derrière tout ça, il y a tout un schéma. Et l'objectif, ça va être aussi d'aller faire une cartographie de ce qui se cache derrière. Parce que c'est sûr que si on, tu sais, quand on est dans le chemin de la transformation, bah, on se découvre aussi en même temps. Un peu comme un oignon, on va enlever des couches. On va enlever des couches à chaque fois et on va apprendre à se connaître, on va faire des prises de conscience, on va faire tout ça. Et c'est un cheminement. Et ce cheminement, c'est bien aussi bah, ça je vais l'ajouter comme ça, mais c'est bien d'en profiter. Parce que souvent, on se met la pression et on se dit, ben, tu vois, on veut absolument arriver à destination tout de suite. Mais en fait, ce cheminement-là, c'est bien d'en profiter parce que c'est de la découverte de soi. C'est des succès, des petits succès qu'on va bâtir au fur et à mesure du temps. Et tout ça, en fait, ça va être important sur la suite. On va construire l'autodiscipline, etc., etc. Mais là, je m'écarte un petit peu. Donc, je reviens un petit peu tu vois, par rapport à ce que tu disais, mais c'est bien que tu l'as mentionné, là, la nuance
de faire attention parce que derrière, il y a plein de choses aussi qui peuvent se cacher, effectivement. Et du coup, une question que je t'avais posée, c'est, alors c'est des choses que j'ai lues, mais ce serait bien que vous me le confirmiez tous les deux, que vous êtes un peu plus Hmm. spécialisés là-dedans. Surtout que toi, Samir, ta femme parle travail dans tout ce qui est Ouais, neurosciences, ouais. neurosciences, etc. Donc, tu as peut-être les réponses. Euh, Combien de temps? Parce que moi, j'ai lu 60 jours pour prendre une bonne habitude. Mais alors, Ouais. concrètement, on fait des choses petit à petit, faire du sport 5 minutes le matin, essayer de contrôler sa faim, faire des toutes petites choses, essayer de commencer à répartir ses assiettes, essayer de commencer un rééquilibrage alimentaire au lieu de partir sur des diètes restrictives à déficit calorique où c'est compliqué, etc. Des toutes petites choses comme ça, éviter d'acheter des produits raffinés, ce sont des petites choses, mais ces petites choses, on s'y habitue au bout de combien de temps? Alors là, et puis Julien, peut-être si tu me diras si tu es OK avec moi, mais en fait, il y a ces histoires de jours, c'est un mythe en fait. Il y a des gens qui vont dire 30 Ah, jours, il y a des gens qui vont dire 60 jours, il y a des gens qui vont dire plus. En fait, ça dépend de la personne. Peut-être ok. que pour moi, ça me prendra 60 jours, peut-être que pour quelqu'un, et aussi en fonction du contexte, peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça lui prendra 3, 4 mois. Et moi, ce que je dirais, c'est de s'écouter. Et une chose est devenue une habitude, parce qu'en fait, le truc, c'est que de dire 60 jours, 30 jours, parfois, ça peut être contre-productif, parce qu'une fois que la personne, elle va arriver au bout de ces jours-là, elle va dire, c'est bon, en fait, c'est une habitude, et je me relâche. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas perdre tout le travail que tu as fait. En tout cas, je sais, je vulgarise un peu, mais tu perds une grosse partie de ce que tu as fait. Donc, en fait, quelque chose devient une habitude à partir du moment où tu ressens de l'inconfort de ne pas l'avoir fait. Ok. Tu prends l'habitude d'aller courir. Au début, c'est inconfortable d'aller courir. Mais à partir du moment où, le jour où t'es pas sorti courir et tu te dis, ah, je me sens pas bien là en fait. J'ai envie d'aller courir, je me sens pas bien de ne pas l'avoir fait. C'est un peu Là, tu sais que l'habitude, elle est ancrée. comme quand t'es sorti sans te laver les dents, quoi. Ouh, C'est ça. non, au Euh, secours. Ah, la panique. Et toi, Morgane, au bout de combien de temps, si je peux, au bout de combien de temps tu vois chez les personnes que tu suis en coaching, toi, t'arrives à déceler que ça y est, la personne a pris l'habitude. Soit elle a peut-être plus besoin de toi parce que ça y est, elle a pris l'habitude toute seule, elle va faire du sport tout seul, ou soit ça y est, tu vois, elle a besoin toujours d'être accompagnée. Mais Ouais, est-ce que alors, ça varie, mais généralement, au bout de 3 mois, les gens sont un peu tristes quand tu fais pas la séance. Enfin, tu sais, quand tu dis, ah, ah, ok, désolé. ok, ok, c'est Et, intéressant. mais ça dépend, parce qu'il y a des clients, c'est dès que tu dis, bah, malheureusement, ce soir, je vais pas pouvoir, c'est, ah, prof, ah, apéro. Voilà, il y a des gens, c'est vraiment une corvée pour eux, et ils font ça vraiment parce qu'ils n'ont pas de pourquoi, ils savent qu'ils doivent faire du sport. Et ils ont pas pris ça pour eux, et ils auront toujours besoin de quelqu'un pour les lancer. Et t'as beau leur parler, le machin, les trucs, essayer de rendre ça aussi agréable que possible, de faire une progression, machin, ça reste très difficile pour eux. Oh, Mais il y a des gens comme ça que j'ai eu pendant 7-8 ans, quoi. 7-8 ouais. ans de, c'est, ah là là, j'ai eu une tour journée, il est 19h30, faut que je fasse ma séance de sport, etc. Mais il y a d'autres gens comme ça qui vraiment réclament, enfin, ah, mince, zut, bon, bah, Ouais, et c'est ok. intéressant que les gens, que tu manques à des gens, alors que quand tu arrives au début, c'est oh là là, Hmm. j'ai pensé à toi toute la semaine, c'était affreux, les oreilles qui Hmm. sifflent Mais à force de. ça confirme un peu ce que nous dit Samir et j'aimerais rebondir justement sur ça. Julien, te poser la question, quels sont les facteurs limitants à nous empêcher d'avoir une bonne habitude, à gagner de bonnes habitudes en fait? Euh, il y en a beaucoup, mais on va se concentrer sur les principaux. Je te dirais, il y a le système de croyance qui va beaucoup jouer là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que je crois que je suis capable? Est-ce que je crois que j'ai les moyens d'y arriver? Les compétences? Est-ce que je mérite d'y arriver? Euh, Fait que c'est vraiment des questions clés qui peuvent ressortir et qui peuvent aussi éclairer parce que je peux très bien avoir les moyens de me payer un coach et puis de mieux manger et de m'organiser et puis d'avoir le temps de, mais est-ce que j'ai un sentiment de mériter en fait de m'accorder cette attention-là, de m'accorder ce temps-là? Donc c'est vrai que le système de croyance, il joue un rôle qui est pas du tout négligeable dans le processus. Il y a les peurs aussi, qui est d'ailleurs, on n'a pas de peur sans croyance. Fait que c'est quand même assez lié. Mais il y a ces peurs qui peuvent nous empêcher finalement de nous engager. On peut rebondir sur le manque de clarté.
C'est-à-dire que certainement, pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, ça vous est déjà arrivé de vous dire, je vais faire telle chose, et simplement parce que vous l'avez planifié dans votre tête, c'est validé dans votre tête et vous passez jamais à l'action. Hmm. Et en fait, c'est aussi de voir que le cerveau, il fera des choses parce que c'est simple, parce que c'est accessible, parce que c'est facile. Et si jamais je mets trop de choses, et puis là on revient sur le fait de faire simple, de faire des petites étapes, de faire des trucs super accessibles, en fait, si je complexifie trop, en fait, mon cerveau, il va juste faire tout ce qu'il peut pour m'éviter, en fait, que je commence à entamer ce travail-là de changement, à entamer ces actions que je dois poser, qui sont pourtant bonnes, qui sont justes. Et on pourrait presque refaire le lien avec la notion des habitudes ici. C'est que, comme disait Samir, je pense pas qu'il y ait un temps requis pour, mais ça va mettre plus ou moins de temps selon les individus. Et en fait, c'est en fonction du nombre de croyances, de peurs et de critères qui sont à revisiter. Tu donnais l'exemple tout à l'heure, Maud, en fait, je mange un biscuit puis je descends 3 verres d'eau. En fait, ce que tu as fait à un moment donné, c'est que tu as revisité cette expérience-là en disant, mais c'est complètement ridicule de faire ça. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et en fait, tu es venu changer un des critères qui soutenait à la base le fait que tu t'enfilais le paquet de gâteaux, voire 2, voire 3, en fonction de ce qu'il y avait de dispo peut-être dans le placard, puis comment tu te sentais. Et en fait, c'est ça, c'est de voir que une habitude, tu peux très très vite la changer si tu as tous les critères qui soutenaient l'ancienne qui sautent. Mais Ok. ça peut aussi mettre beaucoup plus de temps si jamais tu as des critères qui sont beaucoup plus ancrés et qui vont demander à ce que par répétition, par feedback, par observation, par ressenti, par réflexion, tu commences à les modifier. Parce que Samir t'évoquait tout à l'heure le principe d'hystérèse qui fait que le cerveau maintient l'équilibre. Tu peux forcer le système à se réorganiser en changeant une partie de ce système, mais le système décidera de changer complètement le jour où tu interviendras sur soit le pilier central, soit suffisamment pour que en fait, ça bascule. C'est-à-dire que si tu as 40 piliers qui soutiennent tes mauvaises habitudes, soit il faut que tu trouves celui qui est tellement puissant pour toi que ça va envoyer les 39 autres complètement à la poubelle et tu vas changer, ce qu'on a quand on passe un seuil. Soit il va falloir que tu fasses 5 piliers, 10 piliers, 15 piliers, 20 piliers, 25, 30 piliers, et peut-être quand tu vas arriver au 31e, les 9 restants, ils vont juste voler en éclats parce qu'ils sont pas importants. Et là, tu vas voir ton changement qui va se produire. Fait que c'est de voir que il te faut du temps, il te faut de la patience, il te faut de la bienveillance envers toi-même. Donc, on croit en tout cas avec Samir beaucoup à ce principe que, tu sais, si tu as de la discipline et si tu t'engages pleinement, c'est par amour pour toi, de respect pour toi-même. Alors, tout à l'heure, il y a une phrase que je trouvais était importante, c'était est-ce que tu le mérites? Mhm. Et ça m'a frappé parce que moi, donc j'ai fait désolé, hein, mais je fais une petite parenthèse. J'ai fait une retraite spirituelle de 4 jours dans un monastère une fois. C'était un peu au plus bas enfin tu vois, pas top avec j'ai fait ça avec un pote parce que lui aussi on était à la recherche de tout. En fait, la conclusion de ces 4 jours, je tenais un carnet, je peux y retourner, je le relisais. Et en fait, la conclusion de ça, c'est tu t'aimes, en fait. En fait, je suis une personne que j'aime bien, que moi-même, je suis quelqu'un que j'aime. Enfin, ça paraît peut-être bête pour la plupart des gens qui nous écoutent, mais en Mhm. fait, non. En fait, ce reflet sur moi-même, me dire, ah oui, mais en fait, t'es quelqu'un que t'aimes. Et cette idée-là m'a permis après de mieux me traiter. Si ça paraît cohérent pour vous. Et donc, je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un, parce que moi, ça m'a Ouais, aidé, complètement. mais d'essayer de farfouiller ça et de se rendre compte que, enfin, je pense, alors je vous laisserai rebondir dessus si vous voulez, mais je pense que c'est peut-être un peu à la base de ça, c'est de se rendre compte qu'on est nous et que il y a des gens qui disent ne pas s'aimer, mais je ne sais pas si c'est possible en quelque sorte. Cette idée de est-ce qu'on mérite, est-ce que c'est pas des signaux extérieurs, et je ne sais pas si c'est normal de s'aimer, mais pour moi maintenant ça me paraît, enfin c'était une évidence qu'il fallait que j'écrive, enfin, en tout cas que je sorte de moi pour mieux me traiter. Parce qu'à l'époque je fumais, je buvais Tout à fait. beaucoup, enfin voilà, c'était ridicule.
enfin, je fumais, je dis je fumais parce que je me suis jamais considéré comme un fumeur. Ça aussi, c'est un truc, l'identité qu'on a de soi-même. Parce que mes parents mes parents sont fumeurs dans leur tête. Et moi, je me suis toujours dit, non, je ne serai jamais un fumeur, je fume, et un jour, j'arrêterai. Et ça a été plus facile pour Ok. moi d'arrêter que d'autres gens. Mais je pense que pour tout changement, je pense qu'il faut vraiment déjà commencer à s'aimer. Enfin, voilà, je sais pas si Mais ça... c'est super intéressant ce que tu dis parce que là, quand on est dans dans les confessions intimes, je vais vous en faire une aussi. Moi, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de perdre mes 10 derniers kilos. C'était une lutte acharnée et je m'étais donné comme objectif de voir mes abdos. Alors, ça peut paraître ridicule pour certains, mais il faut savoir que moi, je me suis dit, j'avais dans l'optique de voilà, j'ai un physique, je sais que je me suis construit un physique, je suis relativement musclé dessous. Tu peux voir une personne musclée de différentes manières, mais voilà. Et je me suis dit, j'ai des muscles, je veux les voir. Donc je voulais dessiner, qu'on voit mes muscles et surtout mes abdos. J'étais impressionné par Bruce Lee quand j'étais petit, et voilà, j'avais ce rêve-là. Et donc du coup, je me suis fait un programme d'entraînement très très dur, où j'ai j'ai été au-delà de mes capacités, toujours à me pousser beaucoup. Et en fait, en sortant des entraînements, alors moi je suis pas quelqu'un qui pleure, j'arrive pas à pleurer, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais j'avais cette sensation d'avoir envie de pleurer à Mm. chaque fin de mes entraînements. C'était tellement dur qu'en fait c'était une pleure de fatigue, tu vois, c'était vraiment très dur. Et du coup, j'avais limite un peu peur d'aller à l'entraînement parce que je m'infligeais des choses vraiment très difficiles, c'était vraiment très dur. Et à un moment donné, j'étais dans un entraînement où je faisais des entraînements en côte et je me suis répété cette phrase à chaque récupération parce que tu montes en sprint et tu redescends, truc. Tu le fais pour toi, c'est pour toi que tu le fais pour toi. Et en fait, j'avais peur à chaque fois, c'était dur. Mhm. T'as le cœur qui bat à 100 000 à l'heure et je me suis vraiment donné à fond dans cet objectif et je l'ai atteint, j'étais très content. Mais ça m'a tellement aidé de me dire que je me le fais pour moi, c'est pour moi que je le fais, c'est parce que je m'aime et que c'est moi. Et ben, ça a changé la perception de ce que j'étais en train de faire et limite, à la Mhm. fin de mes entraînements, je partais avec le sourire, même si c'était très, très difficile parce que j'avais réussi à accomplir ça à chaque fois. Et c'est pour ça que Morgane et moi, on est dans une optique complètement différente de ce que vous pouvez voir sur les réseaux où on te dit le sport, c'est l'effort et no pain, no gain. Oui, la On difficulté. en a rien Oui, à à foutre de ton l'effort. obésité. C'est ça, en fond, on n'a rien à foutre de ton obésité. Mais en fait, le truc, c'est que on le fait pour soi. Et en fait, pourquoi pas le faire avec l'optique? Ce que tu disais, c'est super important. La vision de soi-même, et ce serait bien que vous rebondissiez dessus, c'est que c'est comment je me vois en fait. Je le fais pour moi et c'est l'amour pour moi-même. Et c'est pas grave de s'aimer et de se mettre en Ouais. premier. Justement, au contraire, parce que quand tu t'aimes, tu te sens mieux et du coup, t'es mieux avec les autres en fait. Et Ouais. si vous pouvez nous parler de cet aspect de perception de ce qu'on a de nous-mêmes et de ce qu'on pense que les autres peuvent avoir. Ça rebondit un petit peu sur ce que je disais tantôt, sur cette notion d'identité. Et c'est vrai que c'est super important, en fait, de voir que faut que ça commence par le regard que tu portes sur toi et être violent avec toi, même être dans la critique de toi-même. Tu sais, te dire tous les jours, regarde à quoi tu ressembles à rien, c'est dégueulasse, t'es gras, t'es gros, t'es ceci, t'es cela, t'as pas de force. Enfin, ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun, parce que la seule chose que ça fait, c'est que ça augmente ton niveau enfin, ça baisse ton niveau d'estime, ça baisse ton niveau de confiance, ça augmente en fait le rejet que tu as de toi-même, et on a des questions un peu punchy qu'on aime bien poser, que ce soit à nos clients ou même à l'institut qu'on enseigne à nos étudiants, du type, qu'est-ce que tu ferais si tu t'aimais vraiment? Ou si tu devais t'épouser demain, est-ce que tu te dirais oui? Et si, objectivement, la réponse, elle est négative, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à travailler. Et là-dessus, bon, il peut y avoir plein de choses, hein. Ça peut être un côté thérapeutique aussi, de se dire, j'ai une histoire de vie qui est compliquée parce que j'ai vécu telle et telle chose. Ok, il y a ça, mais il y a surtout qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. T'es pas ton histoire, t'es pas tes résultats, t'es pas de là d'où tu viens. Peu importe en fait ton point de départ, on revient sur ce principe d'équifinalité, où peu importe ce qui se passe au départ, tu sais que tu peux y aller. Mais sur le chemin, si t'es ton pire ennemi, ça va pas fonctionner, quoi.
Et vraiment, cette démarche d'avoir de la discipline, d'être engagé vis-à-vis de soi-même, ne serait-ce que 5 minutes par jour, ben en fait, c'est le début. Et je pense que, parce qu'on parle beaucoup des habitudes, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Morgane, c'est le fait de le faire tout de suite, de commencer tout de Mm. suite. En fait, t'as pas 50 habitudes à changer dans ta vie, t'en as une seule, c'est de faire ce que tu dis, tout de suite. Et si tu fais ça, en fait, ça va avoir de l'impact sur ton alimentation, sur ton rapport à toi-même, sur le sport, sur ta manière de te comporter, de réagir, parce que tu sais dans ta tête ce que tu as à faire. Mais que finalement, le premier piège dans lequel tu tombes, c'est de ne pas le faire tout de suite. Et Mm. si tu bosses là-dessus, objectivement, tu vas devenir maître dans toutes les autres habitudes derrière. Parce que c'est celle qui va changer ta vie. Tu sais, si tu passes 10 minutes dans ton plumard le matin quand ton réveil sonne en te disant ouais, faut que je me lève, mais que tu le fais pas, bah, tu vas faire la même chose pour tout le reste là. Mm. Fait que commence tout de suite et ça va t'apporter une différence qui va être juste hallucinante. Là. Il y a Vraiment. il y a une habitude que je pense, enfin, ça va être court, mais si vous pouvez vous habituer à ne plus jamais mentir, parce qu'en fait, si tu prends l'habitude de mentir aux autres, en fait, au bout d'un moment, tu prends l'habitude de te mentir à toi-même aussi. Et je pense que c'est un Ouais. truc, j'essaie vraiment, genre, quand on me demande est-ce que tu peux faire ceci, cela, machin, même être en retard, si je dis je vais être là à 14 heures, si je suis pas là à 14 heures, pour moi, c'est un mensonge. Et j'essaie vraiment de cette structure-là, en fait, ça permet si tu dis un truc à toi-même, tu te dis, ah, il faut que je le fasse, quoi. Tu vois et genre, et c'est vrai que d'arrêter de mentir aux autres, de manière générale, même les petits comme ça, en fait, c'est usant Tout à à fait. force et après, tu apprends à te mentir. Voilà, c'est juste cette petite aparté-là pour. Ouais. Juste je rebondis là-dessus, Morgane, parce que c'est super intéressant ce que tu dis et le fait de mentir peut paraître tu sais, anodin, de se dire ah ouais bon, j'ai pas dit exactement, mais en fait c'est un truc qui est ultra vicieux et qui te transforme toi dans ton identité et qui fait que ça t'amène énormément de problèmes dans ta vie. Parce que déjà, gérer les mensonges, bah, c'est compliqué parce qu'il faut que tu repenses à ce que tu as dit, à ce que tu as fait, etc. Ça fait que ça peut devenir très vite complexe. Mais ce qu'on ne pense pas, et qui en fait, bah, c'est normal parce que tout le monde n'est pas porté sur la psychologie humaine, mais qu'en fait, ça te transforme en profondeur et ça te détruit de mentir. Parce que tu finis complètement névrosé, parce que tu ne sais plus qui et quoi, comment, pourquoi, pour quelle raison. Tu perds ton accès à ta motivation, à ton engagement, à tes prises de décision. C'est une vraie saloperie, le mensonge. Ouais. Vraie saloperie. J'ai j'ai envie d'ajouter un petit truc, Julien. Mais parce que cette notion de s'aimer soi, elle est importante. Vraiment, toi qui nous écoutes là, qui est en train de regarder ce podcast, imagine que, supposons que tu ne t'aimes pas. Est-ce que quelqu'un que tu n'aimes pas dans ton entourage, tu aurais envie de lui faire un bon cadeau? Tu aurais envie de prendre soin de lui s'il vit quelque chose de difficile là maintenant? Est-ce que tu ferais preuve d'empathie vis-à-vis de lui là s'il avait des difficultés? Il y a de fortes chances que non, parce que tu l'aimes pas. Bah, c'est exactement la même chose avec toi. Si aujourd'hui tu n'es pas capable de t'aimer, bah, c'est normal que tu prends pas les bonnes décisions. C'est normal que tu vas prendre des choses qui sont peut-être toxiques pour toi, qui pourraient peut-être même te mener à la mort, parce que tu ne Mhm. t'aimes pas. Mais quand on s'aime, bah, automatiquement, on prend les meilleures décisions pour soi. C'est comme lorsqu'on a un enfant. Un enfant, si on l'aime, bah, on va pas lui donner du poison. On va essayer de faire en sorte qu'il a les meilleures choses, en tout cas. Donc, vraiment, cette notion d'amour de soi, elle est hyper importante. Si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas pouvoir prendre les meilleures décisions pour toi. Tu vas pas pouvoir passer aussi à l'action. Ça va soutenir ton passage à l'action. Et en plus, et ça j'aimerais l'ajouter, c'est que le monde extérieur est le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer inconditionnellement les gens qui t'entourent. Tu peux pas réellement aimer les autres. Tu vas les aimer peut-être, mais ça va pas se faire de la manière la plus pure en fait. Donc commence par toi. Mm. Alors, juste au cas où il y a des gens qui disent ah bon bah ça sert à rien, moi je m'aime pas, je vais jamais y arriver. Je pense que le fait de ne pas s'aimer, ça existe pas vraiment. Enfin, c'est quelqu'un qui Oui, oui, pas dans voilà. une Ouais. enfance ou quelque chose qui a créé ce dialogue interne. C'est Gary Vaynerchuk qui dit ça, mais en fait non. Arrêtez de vous dire ça. C'est quelqu'un qui a dû vous dire petit et vous l'avez cru. Ça s'est imprégné en vous. Vous valez la peine de vous aimer et voilà. C'est vraiment. Enfin voilà. Faut faire gaffe à. On pourrait Après, appeler à ce que les ça, gens ne se disent pas, ah oui, non, je m'aime pas, bah mince, Euh, c'est fini mais pour moi. on j'aimerais, pourrait appeler j'ai- ça manque d'estime de soi peut-être. C'est un Ouais, manque peut-être, d'estime, mais c'est ouais. peut-être pas forcément de la haine de soi.
Ouais. Mais là-dedans, j'aimerais répondre là-dessus, rebondir là-dessus, parce qu'il y a un phénomène que j'ai vu sur les réseaux, parce que ça fait quelques années que je suis dessus, et justement sur ce phénomène dans la transformation physique du no pain, no gain, et les gens les anciens gros, et il y a un phénomène des anciens gros qui essayent, alors ils ont réussi leur transformation physique, c'est très bien, moi je suis très content pour eux, et comme vous dites, il y a n'importe quel chemin, on peut y arriver, mais ils y sont arrivés avec ce chemin et très certainement très peu d'estime pour eux-mêmes et d'amour pour eux-mêmes et pour ce qu'ils faisaient. Et tu les retrouves à dénigrer les autres gros, à dire si vous y arrivez pas, c'est que vous faites pas d'efforts. Moi j'ai réussi, moi j'ai lutté, moi j'ai travaillé dur pour y arriver, mais vous, ben, vous êtes des merdes parce que ben, vous voulez pas, parce que vous êtes feignants, etc. Sans essayer de se mettre à la place de l'autre personne et toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer dans sa vie, parce que toi, tu es devenu obèse pour X raisons, mais peut-être que cette personne, elle est arrivée là pour 10 000 autres raisons, qu'elles soient génétiques ou facteurs environnementaux ou peu importe. Moi, par exemple, c'est un manque d'éducation, l'obésité. Moi, c'est parce que j'ai pas été éduqué sur l'alimentation et que j'avais une maman qui partait à 5 heures du matin et qu'elle nous éduquait seule avec mon frère et ma sœur et qu'on mangeait, elle nous préparait à manger ce qu'il y avait, des trucs tout prêts, etc. J'ai pas eu d'habitude. Mon frère est sorti par les mailles du filet, il a toujours été comme ça, mais ma petite sœur et moi, bah, on a pris ce chemin de l'obésité et tu connais pas ma vie, mais tu te permets de me juger parce que moi, je suis gros et moi, j'y arrive pas et toi, tu y es arrivé. Euh, il faut redescendre un peu et c'est pour ça qu'il faut faire les choses avec amour parce que comme tu le disais Samir, là j'aimerais c'est très important ce que tu as dit parce que si tu n'arrives pas à t'aimer toi, c'est très difficile d'aimer les autres et tu vas leur reprocher des choses qui sont peut-être pas atteignables tout simplement pour 10 000 facteurs. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Et ça c'est un phénomène en fait je suis pas le seul hein, à le noter, tu vois, mais il y a une espèce de les pires grossophobes, je crois que c'est les anciens gros. Je sais pas. Je pense que eux, le problème, c'est que ils n'ont pas réussi à aimer qu'ils étaient gros aussi. J'avais fait une vidéo comme ça sur le changement, et en fait, le fait que, tu sais, il y a une part de toi que tu laisses, que tu aurais aimé, mais que tu étais obligé de laisser derrière quand tu es devenu quelqu'un d'autre, quoi. Parce qu'en fait, le changement, c'est changer à la fois physiquement, mais pour changer physiquement, bah, il y a un truc qui doit, enfin, c'est ce dont on parle depuis le début, mais il y a un déclic qui doit se faire dans la tête. Et une part de toi devient quelqu'un d'autre un petit peu. Ou en tout cas, ouais, t'enlèves une pelure que quelqu'un t'a mis sur toi, et en fait, tu révèles, je sais pas dans quelle direction ça va, mais peut-être que tu révèles un peu qui tu es, ou tu te transformes, mais c'est clair que t'es pas la même personne que t'étais une fois que tu passes ce cap du changement, ce cap du changement, quoi. Ouais. Ouais. Exactement. Et, Et du coup, pour la finalité, c'est une fois, moi, comment ça fait des années que je suis sorti de l'obésité et ça fait des années que je suis stable avec un physique athlétique où j'ai pris des bonnes habitudes, etc. Et la dernière clé, en fait, parce que c'est bien de vouloir se transformer, mais c'est le phénomène qu'on rencontre, c'est beaucoup d'échecs et des gens qui arrivent à un certain point à se transformer, mais qui reviennent au point de départ et voire pire. Parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place toutes ces bonnes habitudes qu'ils ont gagnées à équilibrer. Et c'est ce qu'on disait au début, et c'est important de le dire, c'est que cette phase d'équilibre, elle dure toute la vie. Donc, tu as une phase de lancement où bah, voilà, c'est maintenant, on l'a dit. Tu as une phase où bah, de prise de bonnes habitudes pour ce changement, et c'est comme un effet domino. Plus tu vas faire des changements et plus, en fait, ça va aller. En fait, c'est tes habitudes, tes changements d'habitude, tes petits pas qui vont te faire faire en sorte que ton physique change. Et je pense que on se focalise pas sur les bonnes choses, on se focalise sur le physique, alors que le plus important, c'est les habitudes. Donc une fois qu'on a fait nos petites habitudes et petit à petit, on arrive à un point d'équilibre où on a atteint, on pense atteindre notre objectif, mais l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, c'est de se stabiliser une fois qu'on a changé et de rester comme ça, en fait. Et quelles sont vos clés pour réussir cet équilibre? Bah, les clés, peut-être sur lesquelles on peut se concentrer au départ, je pense, et en tout cas au travers de notre expertise avec Samir. Mais il y a un outil qui est génial, qu'on donne constamment, en fait, qui s'appelle le journal de gratitude. C'est un truc tout con, mais c'est écrire tous les jours
pour être dans un sentiment de gratitude de ce que tu as déjà aujourd'hui, mais aussi dans un sentiment de gratitude du résultat vers lequel tu vas tendre. Et il y a juste un petit twist en fait à mettre en place, c'est qu'il faut jamais parler de comment tu vas y arriver, puis quand ça va se produire. Tu te donnes une cible, mais tu dis pas voilà ça va être comme ça, puis que comme ça. Parce que quand tu limites tes options pour atteindre un objectif, tu réduis tes chances de pouvoir l'atteindre. Donc on définit pas le comment, puis on définit pas le quand, parce que peut-être que tu l'atteindras pas demain, mais tu vas peut-être l'atteindre dans une semaine. Et c'est un peu ce que disait Samir tout à l'heure avec le fameux 21 jours ou 60 jours sur les habitudes. C'est que si tu arrives au 21e ou au 60e, puis que ça n'a pas marché, du coup, c'est foutu. Mm. Donc, tu laisses en suspens, tu mets juste la certitude que ça va se produire, puis tu mets de la gratitude là-dessus. Donc, gratitude sur tes efforts, gratitude sur ton engagement, gratitude envers toi-même, puis gratitude sur le fait que tu vas obtenir ce résultat-là. Et ça va en fait déployer énormément de choses dans ton système de croyance, dans ton émotionnel, dans ton attitude, dans tes critères en fait que tu vas utiliser pour appuyer toute la démarche que tu vas mettre en place. Et ça va vraiment soutenir tes résultats sur le long terme. Et ça va être un excellent moyen, en tout cas, de renforcer ta motivation, renforcer ton engagement. Et ça va avoir de l'impact en fait sur plein d'autres choses derrière. Fait que ça, puis associé à de la visualisation super importante. Se voir faire les choses, se voir atteindre un résultat, prendre le temps de se figurer mentalement une image hyper claire de où est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce que je vais vivre et comment ça va être, et de réembarquer sur de la gratitude là-dessus. Ça va être vraiment des outils puissants, ça, par exemple. Un journal de bord. Et je vous confirme que ça marche parce que ça, je l'ai fait. Et de voir un peu les objectifs. Mais un journal de bord, ça peut être des photos, hein, ou des vidéos, ou en train de Aussi, s'entraîner, de voir ses progressions, etc. Je pense que c'est très très fort. Et ce qui te permet en fait, et c'est bien de aujourd'hui là, tu commences à vouloir changer, de prendre une photo aujourd'hui là, tu vois, de cet instant. Si tu regardes cette vidéo là, de prendre le vidéo, tu te mets en slip dans ta salle de bain là, et tu te prends en photo et tu regardes. Et cette photo là, ça va être ton point de départ, tu vois, le point de départ de là où tu vas aller. Moi, je l'ai fait et ça aide énormément de se rappeler de là où que tu disais la gratitude. Ah, merci à moi d'avoir progressé, quoi. Après, il faut rappeler plein de choses. Je pense que lors d'une transformation physique, on veut se sentir mieux. On le réalise pas, on le réalise beaucoup après qu'on est dans une prison. L'obésité, c'est une prison, comme je disais, t'as du mal à te déplacer, il faut que tu déplaces une masse, etc. Tu le réalises pas tout de suite. Tu sais, le fait juste de monter des marches, en fait. Juste ça, en fait. Monter 8 étages, quand tu fais 120 kilos et quand tu fais 70, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc, pas la même. ouais, c'est pas la même du tout. Et donc, du coup, cette prison-là, où t'en as pas, c'est difficile, là, d'en avoir conscience. Et j'ai perdu le fil de où je voulais en venir parce que je suis parti sur le thème de la prison et des marches où je me suis rappelé monter des marches et que j'ai galéré à monter des marches. Mais ouais, c'est ça. C'est que en fait, tout ça, la transformation physique, ça va t'amener à des changements pas juste physiques en fait dans ton quotidien. Alors, dans ta santé, tu vas te sentir beaucoup mieux et t'as plus cette crainte de maladie, etc. Tu t'en éloignes en fait, tu vois. Parce que l'obésité, le surpoids, plus ça va, plus tu t'approches vers des risques de maladies cardiovasculaires, des risques de cancer, de diabète, etc. Et plus en fait, tu te défais de tous ces problèmes-là et en fait, tu t'allèges de tout ça, de toute cette pression que tu te mets. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est au quotidien, tu vis avec de la pression quand tu vas manger une pizza, quand tu vas manger des glaces, etc. Et le fait tu vois, nous, avec Morgan, on a cette approche que retirer aucun aliment, c'est pas les aliments le problème, ce sont vos habitudes le problème. Les aliments n'ont rien à faire dedans. N'enlevez pas le sucre, c'est pas le sucre le problème, ce sont des problèmes comportementaux. Et ces problèmes comportementaux, on peut les changer en changeant nos habitudes et en prenant de bonnes habitudes. Tu voulais réagir, Morgane?
Ouais, sur plusieurs petites choses. Donc déjà, juste sur la phase précédente de la mise en place de l'habitude, moi j'aime bien frustrer au début. C'est-à-dire de faire un truc tellement facile, en fait, la personne elle fait bah quoi, c'était ça. Ouais, ouais, c'était Génial. ça. Voilà. Et donc après, c'est genre, ah bon, bah. Et là, j'ai un client, genre, je lui ai fait ça pendant 2 mois, parce qu'il râlait à chaque fois, je lui dis, ouais, vas-y et tout. Là, récemment, il fait, bon, le plus de poids là, on y va quoi. Et c'est intéressant parce que le changement en lui, c'est genre il sait qu'il y a la séance, il a pris l'habitude machin et tout, et maintenant il réclame. Et donc c'est bien de faire ça. Donc si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à faire une pompe contre un mur, vous asseoir, vous relever d'une chaise et paf, vous avez fait une séance quoi. Vous avez fait 2 trucs, c'est lancé, vous avez lancé le système. Et l'autre chose dont je voulais parler par rapport à stabiliser sa situation, euh, donc c'est des notions en physique. Il y a la notion d'un équilibre stable et d'un équilibre instable. Donc l'idée, c'est, si il faut le visualiser, vous imaginez un dôme comme ça, vous prenez une bille et vous la posez par-dessus, et vous l'équilibrez. En fait, au moindre petit touc, la bille, elle va tomber. La bille, au départ, elle est dans un état zéro, pof, et puis après, elle tombe. Ça, c'est un équilibre, elle était en équilibre, mais instable. Donc son environnement, en fait, il y a au moindre petit couac, elle sort de son état d'équilibre. L'équilibre stable, c'est l'inverse. Vous imaginez, il est dans une cuvette, la bille est dans une cuvette, elle est au fond de la cuvette. Mhm. Donc en fait, la bille est stable. Et en fait, vous poussez la bille, enfin, et elle reviendra à son état d'équilibre, machin. Et en fait, c'est là où c'est intéressant d'imaginer son environnement comme cette boule ou ce creux. Une fois qu'on arrive dans un état de stabilité, où on veut être pendant une période stable, c'est bien d'essayer d'imaginer son environnement comme ces deux choses-là. C'est-à-dire que si au moindre couac, ça s'écroule, c'est que vous n'êtes pas dans un état d'équilibre, c'est trop de travail pour vous. En fait, le fait de devoir maintenir votre bille comme ça, c'est comme un doigt que vous êtes obligé de mettre dessus, c'est beaucoup d'efforts. Alors que si tout votre environnement, toute votre vie, pas toute votre vie, parce que ça paraît beaucoup de dire ça, mais si toutes ces habitudes que vous avez mises en place, en fait, vous avez mises en place de manière assez naturelle, et ben, à chaque fois que ça va ressortir, vous allez revenir naturellement à un état d'équilibre stable. Et je pense que c'est une clé d'imaginer ces choses-là, donc de prendre l'habitude d'aller marcher pour aller à faire des courses, par exemple. Ça fait partie d'une habitude, et maintenant que vous avez pris cette habitude-là, voilà. Et si un jour, je sais pas moi, bah, je sais pas quel exemple donner là-dessus, mais j'imagine si vous prenez tout le temps votre voiture pour aller faire des courses, et ben votre voiture elle s'éclate et vous pouvez plus aller faire des courses et c'est dur d'aller chercher le machin et tout quoi. Mais voilà, c'est pas un bon exemple, c'est pas grave. Mais l'idée c'est voilà, de prendre l'équilibre stable, il faut essayer d'avoir un environnement, des habitudes de vie et que tout autour de vous, que les gens vous aident, parce que si tout le monde vous crie dessus parce que vous avez changé votre habitude, peut-être changer d'amis ou écartez-vous, arrêtez de parler à des gens voilà qui vous amène sur le mauvais chemin. C'était juste pour mettre cette notion-là sur l'histoire de la stabilité. Voilà. Moi, j'aimerais ajouter un dernier truc, et ça va être en rebond à Julien et Morgane. On a beaucoup rebondi aujourd'hui. Les fesses commencent à faire mal. C'est ça, Euh, dans tous les sens. c'est l'environnement, super, Morgane, parce qu'effectivement, tu sais, si par exemple, si on prend l'exemple de la perte de poids ou le fait de faire du sport, tu as envie de perdre du poids, mais les 5 personnes que tu côtoies le plus souvent, bah en fait, ils sont tout le temps en train de manger des choses qui sont pas bénéfiques. À un moment ou l'autre, tu vas tomber parce que tu es très souvent avec eux. Donc c'est important, pas de couper avec ces personnes-là, mais d'essayer de contrebalancer un peu la balance et de trouver des gens qui vont t'aider et qui sont dans cette optique-là, dans à peu près le même changement pour soutenir ton changement. Ça, c'est important et on le dit souvent, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie, la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Donc déjà, ça, l'environnement, c'est important. Encore une fois, on ne demande pas de couper avec les gens, d'accord, mais juste de essayer de s'entourer de personnes qui vont t'aider. Parce que si autour de toi, tu as des gens pessimistes tout le temps, en fait, au bout d'un moment, ça va t'impacter et tu vas te vider de ton énergie. Donc, l'environnement, important. Le deuxième point important que je voulais amener, c'est créer des micro-succès. Vraiment, ne révolutionne pas le truc, hein, cherche pas à créer une révolution. Cherche à faire le changement, mais de façon constante. Pas par pas. Petit pas par petit pas. Donc, tu veux te mettre à faire du sport? Fais 3 minutes par jour, c'est pas grave. Le matin, tu te lèves, tu fais 5 squats. C'est déjà bien, en fait. Tu vois, choisis quelque chose qui est accessible pour toi. D'accord? Et l'effort, il dépend des gens. Comme tu dis, Mohamed, quelqu'un qui est en obésité, aller marcher, c'est déjà un combat de gladiateur pour lui. Donc, on va pas lui demander d'aller courir. Sors marcher 5 minutes, c'est déjà bien, en fait. Fais le tour du pâté de chez toi. Donc, petite habitude, et tu l'entretiens. Tu te concentres que sur l'habitude. Tu dis, OK, pendant 1 mois, je vais juste faire ça, 5 minutes. Et puis, une fois que c'est bon, comme mon chat aussi, une fois que c'est bon, ce que tu peux faire, c'est à ce moment-là, tu vas augmenter la charge. Comme quand tu fais de la musculation.
Hmm. Et point hyper important, évite la frustration, parce que cette frustration, elle va t'user. Imagine que tu es une batterie. Le soir, tu te couches, tu te recharges en énergie. Si, parce que tu n'as pas réussi ton micro-objectif aujourd'hui, tu te mets un stress pas possible, tu es tout le temps en stress, en fait, en surcharge, bah en fait, tu vas te vider de ton énergie très rapidement et il te restera plus d'énergie pour passer à l'action. Donc ça aussi, fais preuve de bienveillance vis-à-vis de toi-même, ne te surcharge pas, vas-y étape par étape. Petite action et continue comme ça et tu vas voir que si tu fais ça, ça va être ça va être beaucoup plus productif pour toi et ça va donner énormément de fruits. De la bienveillance vis-à-vis de soi-même, ça va être hyper important dans ce changement. Et nous, on a créé un programme sur 90 jours, enfin un guide, où dans ce guide justement, on part de la personne novice. Tu peux être une personne novice, c'est-à-dire quand on te dit une personne novice, c'est quelqu'un qui peut-être t'as même pas pensé à te mettre au sport et t'as pris le guide et on va nous essayer de te donner le petit truc pour te mettre à bouger. Aux personnes débutantes et ce qu'on appelle aussi les débutants avancés, c'est-à-dire on a des critères et nous on définit un peu, on te donne ton niveau. Et justement, dans ce programme-là, le programme, la partie sportive, c'est que je pense qu'au début, on va avoir des retours de certaines personnes qui vont nous dire, ah mais c'est tout, ah mais c'est ça. Mais en fait, ce qu'elles vont pas comprendre, et c'est ce que nous, et c'est bien qu'on puisse le dire maintenant, c'est que attends la fin des 90 jours Ouais. avant de me dire c'est tout et c'est fini. Est-ce que tu as tenu un programme? Parce que c'est ça l'objectif. C'est tu vas créer des habitudes. Nous, notre objectif, c'est de te créer des habitudes et en plus de ça, tu vas pouvoir passer après au niveau supérieur. Mais déjà, est-ce que tu as tenu un programme sportif pendant 90 jours? C'est la première fois de ta vie que tu vas faire ça et c'est important de tenir. Donc c'est ça qu'on essaie de pouvoir enfin qu'on essaie de transmettre aux gens avant tout. Tu voulais rebondir, Morgane? Non, 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 j'avais juste une idée qui était que l'émotion, c'est la base. Que tout se joue un peu sur le caractère. On pense beaucoup de manière rationnelle, on essaie d'avoir le programme parfait, la nutrition parfaite, le machin, et de, ah bah, où est la formule? Tu sais, on la cherche toujours, ah bah, c'est le sucre, ah bah, tu sais, on a la solution, mais en fait, c'est pas une lutte interne, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est une prise de conscience interne de ce qui se passe en toi, quoi, tout le temps, et d'essayer d'amener des moments de joie après des moments d'effort, d'essayer de célébrer chaque étape. Et donc, pour perdre 10, 20, 30 kilos, ça commence par 500 grammes. Donc, chaque 500 grammes, c'est cool. C'est 500 grammes, puis 500 grammes. C'est jamais 10 kilos à moins qu'on vous coupiez la jambe. Et donc, du coup, résultat en une journée, c'est très bien. Et toujours, voilà, c'est gramme par gramme. Et donc, chaque fois que vous perdez 500 grammes, c'est très bien. Si vous n'avez pas perdu 2 kilos la première semaine, c'est pas grave. Vous perdez 500 grammes, 300, 200, 100. Si ça remonte un petit peu, parce que c'était une semaine difficile, éclatez pas tout, vous remontez en selle, vous reprenez des bonnes habitudes, vous regardez ce qui s'est passé, et puis hop, on continue, quoi. Il n'y a pas d'échec tant que vous n'avez pas abandonné complètement, hein. Et même là, il suffit de se désabandonner pour reprendre le chemin. Et voilà. Il n'y a pas d'échec ou d'avoir perdu ou quoi, c'est votre cheminement personnel et personne ne peut vous l'imposer. C'est ça, Voilà. l'échec bien. n'existe pas. Soit on gagne, soit on apprend. Et ce cheminement-là, ça va être un chemin de découverte de vous-même. Ça va être une aventure à vivre pleinement. Dans les moments difficiles et dans les moments de facilité. Et du coup, moi je trouve très important, merci d'avoir participé tous les trois. Donc avec Morgane, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais vous savez que vous avez notre guide sur 90 jours pour une recomposition corporelle. Nous on parle de recomposition corporelle, c'est-à-dire perdre notre masse graisseuse et gagner en masse musculaire, mais surtout gagner de bonnes habitudes et qu'au bout des 90 jours vous ayez tous les outils en fait pour pouvoir continuer seul et changer de vie. Et je suis actuellement en formation, donc du coup à l'Institut Merlin, où je suis une formation PNL. Et c'est pour ça que j'ai voulu inviter mes deux formateurs. Et si vous pouviez nous présenter un peu, s'il y a des coachs qui nous regardent, ou si peut-être il y a des gens qui sont intéressés par la PNL, juste terminer un peu, expliquer un peu, parce que moi,
je pense que c'est super important de rester, et je pense que ça les gens le savent, de rester formé tout le temps. Mais la PNL, ça m'a appris énormément de choses. Ça a confirmé certaines choses, certaines pratiques, mais dans ma connexion et ma gestion avec les personnes que j'accompagne, je trouve que je gagne beaucoup plus en fait sur des choses que je me rappelle à moi-même, que j'ai perdues, ou que des choses que j'apprends au quotidien avec la formation. Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos formations et qui vous accueillez, tout simplement. Vas-y, Ouais, Julien. Samir, c'est bon pour toi? Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, ouais, bah merci pour ça, Mo, justement. Donc, petit tour d'horizon, en fait, de ce qu'on fait à l'Institut. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de former des coachs d'excellence. Et par coach d'excellence, c'est les accompagner à dépasser, en fait, la technique pure pour prendre vraiment ce rôle, incarner ce rôle de coach et surtout comprendre les mécanismes psychologiques qui sont derrière. Donc, on enseigne plusieurs disciplines. La PNL, tu l'as évoqué, on a la sophrologie, on a l'hypnose, puis la psychologie positive. Ça, c'est vraiment les 4 disciplines sur lesquelles on se concentre à l'Institut. Et tout ça avec l'approche qu'on appelle la systémique, qui est une approche qui a été développée à Palo Alto. C'est une approche qui a quelques dizaines d'années et qui a révolutionné un petit peu la vision des problèmes et la vision de l'individu et de son rapport à son environnement, puis à lui-même. Mais ce qu'on essaye vraiment de faire à travers nos enseignements, c'est d'armer correctement les coachs de façon à ce qu'ils puissent agir en fonction de la personne qui est en face d'eux. Et pas avoir un plan tout préparé, pas avoir une stratégie toute faite, qui a beaucoup été le mode de fonctionnement sur les dernières années, où finalement on se rend compte, un peu comme on disait tout à l'heure, que ça va super bien marcher pour une partie de la population, puis il y en a pour toute une autre partie qui est quand même conséquente, et même plus importante, où en fait ça marche pas du tout. Parce que tu manques d'adaptabilité, tu manques de compréhension, tu as juste tes stratégies. Et d'ailleurs, souvent, on fait ce reproche avec Samir euh, de, de voir ce qui se passe sur le marché du coaching et de voir en fait des coachs qui sont des consultants, mais qui sont pas des coachs. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec leur petite mallette, leur petit programme tout fait, leur petite technique. Tiens, je te vends ça 2000 balles. Tu l'appliques, tu vas voir, ça va changer ta vie. Et en fait, sur 100 personnes que tu vas accompagner, tu en as peut-être 2 qui vont être contents, puis le reste qui vont être déçus parce qu'il va rien se passer du tout. Et en fait, notre rôle, c'est vraiment de faire en sorte de transmettre déjà notre passion pour la psychologie humaine et pour le décodage en fait des processus cognitifs et comportementaux de l'individu, parce qu'on est vraiment positionné là-dessus. Donc on essaye de comprendre, de décoder un peu le schéma de attends, par où tu passes dans ton système émotionnel, par où tu passes dans ta logique, par où tu passes dans tes comportements, quel est le rapport que tu entretiens avec tes résultats, mais avec ton environnement aussi, et voir en fait comment on peut agir sur ces différents éléments pour amener de la transformation. Donc c'est vrai que nous, on s'adresse principalement aux personnes qui souhaitent exceller en coaching. Donc ça veut dire des personnes qui sont déjà soit thérapeutes, soit coachs, soit qui sont dans le conseil et qui ont envie d'aller plus loin. Mais on a aussi des personnes qui arrivent en mode novice complet et qui se disent waouh, c'est un super métier, j'ai envie de faire ça et je vais être formé. Donc après, peut-être notre particularité, Samir, si tu veux peut-être en reparler après un peu plus, c'est qu'on a un mode de fonctionnement qui est vraiment différent des autres centres et que en gros, quand tu rentres à l'institut, tu es comme chez toi. Tu vas, tu viens, tu reviens, tu repars, tu refais, tu reposes des questions. Et c'est presque un accompagnement à vie, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Mais c'est C'est un tant qu'on des existe, plus. tu as accès à tout, Ouais, quoi. c'est ça. C'est que il faut savoir, et un truc, c'est que je pense que c'est le seul centre où vous donnez un accès illimité à vie. Et bien souvent, quand on rentre en formation, on a de la doc et l'info. Et puis Ouais, voilà, quand ça se termine, ça se termine. Alors que là, vous donnez un accès à vie. Et quand on veut venir se former et quand si vous mettez des choses à jour, eh ben on aura tout à toujours fait. accès. Et ça, c'est, je pense que je l'ai pas vu autre part. Ouais. Nous non plus, et c'est vrai que c'est un des points, au-delà de toute la bienveillance qu'il y a dans la communauté, du soutien qu'il y a, de l'écoute. Nous, on a juste constamment nos enseignements, parce qu'on continue de se former à côté. Donc en fait, il n'y a pas une année depuis l'ouverture de l'Institut où il n'y a pas eu des changements qui se sont opérés, des ajouts en fait qui ont été faits. Et le gros avantage, c'est que tu te sois formé au tout début ou que tu te formes dans les 10 prochaines années, en fait, non seulement tu auras accès à tout ce qui existe déjà,
qui en plus, tu auras automatiquement accès à tout ce qui va être ajouté, modifié, transformé. Puis, on en parle, je pense, peut-être pas suffisamment avec Samir, mais on est aussi un centre de recherche, entre guillemets, dans le sens où on teste beaucoup de choses, on retravaille les protocoles, on retravaille les stratégies, on retravaille les éléments, on va les tester sur le terrain, et en fonction de ce qui ressort, bah c'est OK. En fait, regardez, on peut ajuster ça. On peut mettre ça. Si tu enlèves cette partie-là et que tu bypasses directement pour t'intéresser à ce point-là, voilà les résultats que tu vas avoir, voilà ce que ça va amener. Donc, on est quand même un centre ultra dynamique là pour le coup. Exact. Ouais. Et puis peut-être si je devais ajouter un truc, parce que tu as dit beaucoup de choses, Julien, c'est que en fait, on a aussi parfois des étudiants qui viennent pas forcément pour devenir coach, mais qui sont intéressés par la PNL à titre personnel, juste pour la transformation personnelle, pour comprendre leurs mécanismes, pour comprendre leur fonctionnement et pour travailler sur eux. Pourquoi? Parce que nous, en fait, dans l'institut, ce qui est important pour nous, c'est que en tout cas, on pense et on le croit fermement, et pour nous, c'est une vérité ultime, c'est que si tu n'incarnes pas le coaching, si toi-même, tu ne vis pas cette transformation, si tu l'incarnes pas dans ta vie privée, comment tu vas aider les autres à changer? Tu vois, C'est clair. c'est comme la personne qui vient et qui dit à tout le monde, bah écoute, moi, je vais t'apprendre, tu sais, je vais t'aider à aller au bout de cet objectif, alors qu'en fait, toi, tu décolles pas les fesses de ta chaise, tu vois, toute la journée. Donc, c'est juste, on amène la personne à vivre la transformation, et une fois qu'on vit la transformation et qu'on l'intègre, on a beaucoup plus de facilité déjà à comprendre toute cette théorie-là qu'on a appris, toute cette pratique, et on a beaucoup plus de facilité à la transmettre aux autres. Donc vraiment, on passe par la transformation personnelle et l'expérimentation personnelle de toutes ces choses-là. Cool. De toute façon, non, mais sérieusement, enfin voilà, je crois que ce serait c'est un peu comme la nutrition, ou je pense que la nutrition et le développement personnel, et les finances, c'est trois sujets qu'il faudrait mettre à l'éducation nationale, parce que bah, c'est un peu dommage de pas donner des outils aux gens pour comprendre comment comprendre Clairement. et se comprendre aussi, parce que bah, des fois on n'est pas, on n'a pas les bons outils pour vivre dans la vraie vie. On nous apprend où est Gibraltar, mais après, bon, comment tu gères tes finances à la maison, c'est compliqué. Enfin, tu vois, et comment tu gères tes émotions et le manque de discipline, et pourquoi tu veux faire des choses mais tu les fais pas. Enfin, c'est un peu dommage de pas se donner cette Vraiment. chance de pouvoir se donner toutes ces chances. C'est ça. Ouais. Moi, j'irais beaucoup Carrément. plus loin. Vous accompagnez des coachs, mais je crois que en plus de les accompagner, on fait un peu une rétrospective, enfin, de ce qu'on a fait. On se regarde un peu dans le miroir et on analyse un peu, en analysant un peu ce qu'on a pu faire par le passé. C'est bien, c'est parce que ça fait une grosse remise en question. Et je pense même que individuellement, on apprend beaucoup en fait avec vos formations. Et je pense que c'est ça qui est en plus de tout ce que vous pouvez apporter. Je pense que c'est super intéressant cette approche de PNL que j'ai découvert avec vous, que je connaissais de nom, mais vraiment super. Voilà. Bah, écoutez, messieurs, merci beaucoup Plaisir. et merci aux auditeurs et aux, comment on appelle ça, les personnes qui regardent, aux visionnaires. Les viewers, Les si on part viewers. sur de l'anglais, tu vois, Ouais, Au viewer. il y a des gens ouais. qui n'aiment pas l'anglais. c'est ça. Et merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Peut-être qu'on fera une partie 2 de cet échange selon ce que vous nous mettez en commentaire, si on a beaucoup de réactions ou pas, et si ça nous prend, parce qu'il y a On le plein de prendra pas thèmes. personnellement s'il n'y a pas de réaction, c'est ok. C'est pas très grave. Mais en tout cas, moi, il y a d'autres thèmes qu'on a abordés dans ce podcast-là qui ont fait son petit bout de chemin dans ma tête et que j'aimerais, du coup, peut-être aborder avec vous dans une autre partie avec tous ensemble, tous les quatre. Voilà. Et si on peut un peu récapituler le changement, ça donnerait c'est maintenant là, ça y est, Déjà, go. ouais. Vous avez déjà cliqué sur cette vidéo, ça y est, vous avez déjà changé là. Y aller petit à petit, peu importe le temps que vous y mettez pour gagner une petite habitude, mais chaque petite habitude, le cerveau, il comprend une habitude à la fois pour pouvoir la changer. Parce que si on lui en met plusieurs d'un coup, ça marche pas. Morgane? Là, c'était exactement ce que j'allais dire. C'est le point, je pense, qu'on n'a pas abordé, c'est que C'est vrai. une chose à la fois.
C'est Parce que ça. ça demande énormément d'énergie, comme ça a été mentionné par Samir et Julien. Et donc, une chose à la fois, sinon, c'est compliqué. Et pensez, au lieu de penser changement physique, pensez changement d'habitude et de trouver un équilibre dans ces habitudes. Donc, si vous voulez changer, par exemple, ça sert à rien de changer sa diète et de passer à une diète qu'on dit miraculeuse, le jeûne intermittent, la diète keto, etc. Si c'est pas quelque chose, on va être en équilibre avec. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va tenir toute notre vie. Moi, je vous donne un exemple. J'ai fait le jeûne intermittent, ça a été une catastrophe. J'ai fait ça pendant 4 ans et 4 ans de haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et ça me correspondait pas du tout jusqu'à que je trouve un équilibre. Et c'est pour ça que essayez de trouver déjà dans votre tête peut-être ce chemin qui va vous mener à l'équilibre. Si on peut un peu, je sais pas si j'oublie quelque chose pour récapituler un peu ce qu'on a dit. J'ai envie de donner une image. Moi, je fonctionne beaucoup avec du visuel, hein, donc je donne beaucoup d'images. Tu l'as dit tout à l'heure, Morgane, une habitude à la fois. En fait, imagine que ton énergie que tu vas mettre pour changer, c'est de l'eau, en fait. C'est de la, tu sais, t'as un tuyau avec l'eau qui sort. Si le tuyau est en, tu sais, t'as qu'une seule sortie, bah en fait, tu vas avoir une pression d'eau qui va être élevée. Par contre, si tu as plein de trous partout, chaque trou, c'est les trucs sur lesquels tu veux te concentrer. Donc si tu prends, bah non, moi en fait, j'ai envie de changer 10 choses à la fois, bah tu as 10 trous en fait. Donc au final, la pression d'eau, au final, elle va être très très faible et tu pourras pas changer. Donc vraiment, je sais pas si ça se dit comme ça, Julien, cours un seul lièvre à la fois. Je sais plus c'est quoi Mhm. Ouais. Oui, c'est ça, voilà. l'expression. Ouais. Donc c'est juste ça. Priorise. C'est ça. Et sois bien chargé pour attraper le gars. Ben voilà. Ben merci beaucoup, messieurs. On peut vous retrouver dans la description. Ben, du coup, je mettrai vos réseaux, votre site internet, notre guide. Vous aurez tout dans la description. N'hésitez pas à nous poser des questions et si on peut y répondre, ben, ça sera avec grand plaisir. Et voilà. Et ben, je vous dis à bientôt, messieurs. Ciao. Super. À très Merci. vite. Ciao. Salut.